Donc bonjour, je m'appelle Julien Viette, je viens de Marseille, comme mon accent ne l'indique pas. Et je suis développeur open source depuis 2002, en fait, où je suis rentré chez JBoss un peu par hasard, un peu par opportunité, par contribution en fait. Et depuis, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à développer du logiciel open source depuis 15 ans, en remote chez moi. Je viens de Marseille, donc comme j'ai dit, et je suis là-bas aussi Marseille Java User Group Leader. Et donc je m'occupe aujourd'hui du projet Vertex. Donc j'ai la chance et l'honneur de pouvoir m'occuper du projet en lui-même, c'est-à-dire de gérer la communauté, de gérer certains aspects et d'être le lead, donc pouvoir prendre des décisions, ce genre de choses. Et ça tombe bien parce que on va parler de ça ce soir. Donc voilà. Donc si vous voulez me suivre sur des médias sociaux, j'ai tout ça. Donc le projet en lui-même, avant de commencer, donc c'est un projet qui a été créé en 2012, il y a quelques années, qui était un peu un... Alors je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai l'impression de... Ça marche bien le micro? D'accord. Parce que comme j'ai pas de retour, j'ai l'impression que ça marche pas. Non, non, c'est bon. D'accord. Par Team Fox, donc c'était créé en 2012 en fait pour le... Bon ici je peux prendre mon temps, et là pour la petite histoire... Tim, je le connaissais depuis assez longtemps et il travaillait aussi chez Red Hat avant 2012. Il travaillait il avait créé HornetQ, un serveur de messaging. Donc il était déjà lui dans cette inspiration-là. Et puis il est parti chez Pivotal pour des raisons que j'ignore en fait. Et là-bas, non, c'est vrai que je les ignore vraiment parce que j'étais parti de chez Red Hat à ce moment-là en fait. Et donc là-bas, on lui a demandé de travailler sur RabbitMQ. RabbitMQ, c'est aussi un système de messaging, écrit, je crois, en Erlang, donc à base d'acteurs. Et puis, dans sa vie d'avant, en fait, HornetQ a été implémenté basé sur Netty. Et puis, c'est l'époque où Node.js commençait à exploser. Et donc lui, travailler sur RabbitMQ, ça ne l'intéressait pas trop. Et donc, il a eu l'idée de prendre un peu de tout ça, donc un peu de Netty, un peu de messaging, un peu d'acteurs, un peu de Node, de combiner tout ça et puis d'arriver à créer Vertex en fait à base de ça. Donc Vertex, c'est un peu une inspiration de toutes ces choses. Et aujourd'hui, en fait, à l'époque, on n'utilisait pas encore le terme réactif, mais à l'époque, c'était déjà fortement dans cette inspiration-là. Alors, je ne connais pas trop la chronologie des choses, ce serait intéressant de s'y intéresser, mais on pourrait regarder. Et donc, Vertex, on dit que Vertex, nous, voilà la phrase, notre punchline, c'est un toolkit pour créer des applications réactives, normalement, et polyglottes. Alors là, je ne l'ai pas mis pour simplifier, pour la JVM. Donc, on va essayer de voir tous ces aspects ce soir. On va essayer d'expliquer un peu ce que ça veut dire réactif et puis ce que fait Vertex. Et le but, c'est que vous compreniez un peu plus tout ça. Alors je sais bien que je suis au Performance User Group, donc ce n'est pas un talk qui est directement relatif aux performances, on ne va pas parler d'optimisation, ce genre de choses, ou de mesurer les performances. Néanmoins, si vous avez Vertex adresse certains problèmes de performance, donc néanmoins si vous avez des questions au fur et à mesure du talk, n'hésitez pas à les poser, et on abordera quelques parties relatives à la performance. Voilà, donc l'installation, Vertex a besoin de quoi? C'est assez simple, juste de Java 8 en fait. Et en fait, c'est un ensemble de jars en fait, qu'on embarque dans notre application. Donc on a plusieurs jars, on a Vertex Core si on n'utilise que le core, et puis après, suivant ce qu'on veut utiliser, suivant le stack, on utilise différents jars. On dit que Vertex est un framework qui est unopinionated, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de vous forcer à faire des choses. Donc vous pouvez utiliser le build que vous voulez, Maven, Gradle. Après, dans l'utilisation, ça peut être parfois déroutant pour les gens qui viennent par exemple des serveurs d'application, où pour créer une application, on crée une application qu'on package, qu'on déploie, qu'on non-déploie, ce genre de choses. Et puis aussi, quand on déploie sur un serveur d'application, on a déjà une opinion qui est faite. L'opinion, c'est je vais avoir un serveur HTTP sur le port 8080. Je ne vais pas en avoir 10. Si je veux en avoir 10, il faut que je demande à quelqu'un de me provisionner ça en production, ce genre de choses, en fait. Et il ne faudra peut-être pas. Dans Vertex, vous créez une application comme un main ou comme un test, selon ce que vous voulez faire. Et vous créez votre serveur HTTP, vous le lancez, et puis si vous voulez en créer 10, vous en créez 10. Et puis si vous voulez créer des serveurs TCP ou des serveurs MQTT, Vertex est là pour ça en fait. La manière de le packager, alors plusieurs manières de le lancer. Si vous êtes dans un main,
vous pouvez prendre ce qu'on va faire un petit démo après, IntelliJ par exemple, faire votre main, lancer votre serveur HTTP. Vous pouvez le faire dans un test unitaire. Si vous voulez packager votre application, en général, les gens aujourd'hui ont plutôt tendance à faire des fadjars. On a été reporté que des gens mettaient Vertex dans des WAR files pour les déployer dans des serveurs d'application parce qu'ils n'avaient pas le choix. La production acceptait que des WAR, donc ça a marché très bien aussi. Et puis aussi l'outil en ligne de commande Vertex qui sert à lancer des applications ou à faire d'autres tâches. Et aujourd'hui, clairement, cet outil est clairement de moins en moins utilisé par rapport aux nouveaux modes de déploiement des applications qui sont plutôt Fadjar, ce genre de choses. Mais néanmoins, moi, par contre, c'est un outil que j'ai bien utilisé parce que ça permet de faire du prototypage rapide, ce genre de choses. Donc la dernière release qu'on a faite, c'est Vertex 3.4.1. Donc Vertex 3.0.0 est sorti il y a 3 ans. Et Vertex 3.4.1, donc on fait des releases à peu près une ou deux par an, de majeur. Enfin majeur, ça c'est mineur, mais pour nous c'est majeur. Et si vous regardez Netty, c'est encore pire, parce que pour eux, majeur, c'est package. Surtout entre la 4.1.8 et la 4.1.9, ça peut changer, quoi. Nous, on essaye sur les derniers de faire que des bug fixes ou des features, des petites features. Et donc, comme j'ai dit, Vertex est polyglotte. Donc avant, il supportait bien entendu Java, puisque Vertex est 100% écrit en Java, mais supportait JavaScript, Groovy, Ruby et Ceylon. Et depuis la 3.4, en fait, on a eu des contributions dans la communauté. Scala, donc qui a été entièrement contribué par quelqu'un externe à l'équipe. Et Kotlin, c'est avec les gens de JetBrains en fait, qui ont contribué le support de Kotlin. Pour ceux qui connaissent Eric Java, Vertex supporte Eric Java depuis la 3.0. Et donc là, on a fait des améliorations concernant l'usability en fait, de Eric Java, qui est une brique importante de l'écosystème Vertex. Et puis après, on a différentes choses qui étaient assez attendues par la communauté, le support MQTT de serveur, Kafka, qui aujourd'hui, c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Support de gRPC, donc Vertex fait beaucoup de microservices et gRPC c'est une nouvelle brique qui vient étendre notre arsenal microservices. Et le web client qui est une évolution de notre HTTP client où là le but c'est encore l'usabilité en fait. Donc aujourd'hui on est clairement dans une optique d'améliorer l'usabilité et la facilité d'utilisation de Vertex. On n'est plus à rajouter les briques super importantes, on a encore quelques briques à rajouter, mais on n'est plus dans cette optique-là. Et au niveau cluster, on a un Finispan Cluster Manager en fait. Donc Vertex, on va voir comment on va voir, est distribué. Et on a plusieurs implémentations de Cluster Manager. On a le premier, l'original, c'est l'historique, c'est Hazelcast. Et après, on supporte aussi un Finispan, Apache Ignite et peut-être bientôt Terracotta, puisqu'on a des contributions d'un ancien membre d'Octo qui s'appelle Henri. Et donc qui regarde en ce moment l'implémentation du cluster de Vertex avec le produit Terracotta. Alors, ce que je vous propose, première question, c'est déjà qui connaissait Vertex avant de venir? Pas mal de monde. Qui a fait des applications avec Vertex? Qui a fait des applications en production avec Vertex? Ben, il y en a. Et qui sait ce que ça veut dire réactif? La question piège, ça. Hein. Nous non plus, on ne sait pas très bien, en fait. Il y a plusieurs définitions. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ce terme. On va peut-être revenir un peu dessus, mais d'abord, je vais vous montrer ce que ça veut dire pour nous réactifs en faisant une petite application. Donc, c'est un petit live coding. Répétition, parce que c'est ce que je vais montrer à Devox. Donc, comme j'ai dit, Vertex, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre ce qu'on appelle, là, par exemple, le plus facile pour moi, c'est de prendre le Maven Vertex Starter, qui est un projet Maven où il y a quelques commits. Et puis, moi, j'aime bien Maven, donc je vais utiliser Maven. Je ne suis pas un fan de Gradle. Qui aime bien Gradle ici? Qui aime bien Maven? Qui aime ni Maven ni Gradle? Alors... allons-y. Et puis je vais l'appeler Perfug. Merci. Petit réseau. Voilà. J'ai découvert un truc génial. Voilà, ça c'est ID en ligne de commande. Ça c'est extraordinaire. Vous faites ID dot, ID pomme XML.
C'était mon productivity type. Bon là, quand je clone ce vertical, en fait, j'ai déjà un serveur HTTP. Donc on va partir de serveur HTTP, en fait, qui est plutto basique. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je dois augmenter la taille de la... Là, j'ai pas fait attention à la taille de la police. J'ai un truc spécial Devox, je vais le mettre. C'est dans Editor, Général. Non, Color Font. Voilà, Test, Devox. Hop. Oh, c'était vraiment Devox, hein. Bon, on va. Il est un peu violent le Devox, hein, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, je vais mettre moins, je vais mettre 20, ça devrait être pas mal. C'est pas mal ça. Donc voilà, donc ça, ce serait notre premier serveur HTTP Hello World, parce qu'aujourd'hui les Hello World c'est des serveurs HTTP en 2017 avec Vertex. On a ce qu'on appelle un main vertical. Les verticals, c'est l'unité de déploiement dans Vertex. Alors on n'est pas obligé de les utiliser. C'est-à-dire que ce code, je pourrais très bien le prendre ici et faire un copier-coller dans un main à côté, ça marcherait aussi bien. La différence, c'est que là, quand je l'ai copié, ça existait déjà sous forme de vertical, donc je vais le réutiliser. Et donc, je vais le lancer. Donc, plusieurs manières de le lancer. Je vais prendre, moi, comme je vous l'ai dit, en ligne de commande, j'aime bien. Voilà. Donc là, je vais faire un vertex run sur mon vertical. Et la chose qui est bien, c'est qu'il va me le compiler pour moi, en fait, et l'exécuter. Donc là, si je vérifie avec un curl, j'ai bien mon vertical en train de tourner, avec un Hello World, magnifique. Et maintenant, ce que je voudrais montrer, en fait, c'est un aspect... En fait, là, si on regarde le code, en fait, si on se demande où est le réactif là-dedans, où est la spécificité de Vertex, on ne la voit pas encore vraiment, en fait, puisque si on prenait une servlette, une simple servlette, on aurait le code qui serait plus ou moins le même, en fait. Hein, on aurait une HTTP server request, on ferait un get output stream, et on ferait un write, et puis on ferait un close, et ça serait pareil. On ne voit pas vraiment de spécificité. La différence, c'est qu'ici, on est en Java 8, donc j'utilise une lambda, où j'ai ma requête, mais j'imagine qu'il y a des frameworks basés sur servlet qui font exactement la même chose. Ça ne m'étonnerait pas. Donc là, on va utiliser WRK, qui est un outil qui doit être connu par, j'imagine, la plupart d'entre vous, puisque vous êtes intéressés par la performance, qui sert à donc faire des tests de performance. Alors le but là, c'est pas de faire un test de performance, parce qu'on va être en localhost, et la plupart des gens sérieux ici qui font des tests de performance savent que, enfin surtout un, savent que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, on va quand même le faire pour montrer un aspect particulier de Vertex. Donc là, hop, j'ai mon truc qui marche. Alors là, Vertex, il est en train d'enquiller les requêtes que lui envoie WRK. Je pense qu'on serait aussi dans un servlet de container, ce genre de choses. Ça ne serait pas différent, puisqu'en fait, on a une application qui ne fait pas grand-chose, en fait. Par contre, ce qui est intéressant et qu'on peut regarder, c'est que si je prends mon... Alors j'ai découvert ça l'autre jour, j'avais exactement besoin de cet outil et il existait. Donc JVM-Top, c'est quelque chose qui permet de voir les threads d'une application Java. On lui donne un process ID. Et là, il va me mettre les threads avec le CPU. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait relatifs. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que mon serveur est en train de gérer 10 connexions qui bourrinent énormément de requêtes, de transactions par seconde. Et en fait, la chose qu'on voit, c'est que j'ai qu'un seul thread actif, en fait. Enfin, les autres threads font des choses, mais on a vraiment 15 threads qui fait des choses. Et donc ça, c'est une des particularités de Vertex, c'est que Vertex est basé sur le principe de l'event loop, et donc permet de gérer avec un thread énormément de concurrence. Donc voilà, donc maintenant, on va aller plus loin. On va aller un peu plus loin. Et puis, effectivement, comme j'ai dit, notre application, là, elle n'a pas vraiment de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien, elle renvoie juste Hello World. Et ce qu'on peut faire, c'est lui faire accéder à un back-end, parce qu'en général, nos applications, elles accèdent tous à un back-end. Sinon, on aura juste besoin de cache, et puis ça suffirait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un back-end. Donc je vais faire un copier-coller. Je vais l'appeler Hello World Greetings. Ça, c'est le Greeting Server. Greeting Server. Et je vais le mettre sur le port 8081. Et là, petite différence, juste pour le test, puis pour montrer un aspect de Vertex. Je ne vais pas lui faire envoyer la réponse tout de suite.
je vais lui faire envoyer la réponse 20 millisecondes après, en fait. Donc, une petite attente de 20 millisecondes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça avec Vertex? Ben, pour ceux qui connaissent Node, c'est à peu près la même chose qu'en JavaScript. On fait un set timer. Et là où dans une application Java plus traditionnelle, pour attendre 20 millisecondes, qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez un thread sleep ou ce genre de choses, en fait. Donc, vous bloqueriez le thread pour 20 millisecondes. Dans le cas de Vertex, vu qu'on a un seul thread, on ne peut pas se permettre de le bloquer. Sinon, s'il est bloqué, il ne va plus se passer grand-chose dans notre serveur. Ou alors, le débit, le nombre de requêtes par seconde va être... l'autre, il va être encore en train de bourgner derrière parce qu'il y a mon... il a fini. Il y a mon laptop qui chauffe. Et donc, on est vraiment là on voit l'aspect event-driven, non bloquant de Vertex, en fait. Dès qu'on a une tâche qui nécessite de l'attente, que ce soit un timer ou l'accès du réseau, ça peut être d'autres tâches, ça pourrait être accès à un système de fichiers. Tout ce qui est bloquant, en fait, on le transforme en non bloquant avec un callback. Donc là, je vais prendre ma lambda. Je vais prendre mon code ici, et c'est ici que je vais prendre mon set timer et puis que je vais le mettre. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas envoyer Hello World, puisqu'on est dans un back-end. Hein. Si on est dans un back-end, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait du JSON. Et là, je fais un put message. Et à la fin, il faut que je l'encode sous forme de string. Donc, j'utilise encode. Et ça rentre dans l'écran. Formidable. Donc là, je peux lancer donc là, j'ai toujours mon serveur HTTP qui marche. Donc là, je peux lancer mon... Alors, j'ai bien mis le port 4. Oui, c'est bon, ça paraît bon. Je lance mon greeting server. Et puis, si je fais un petit curl, je devrais avoir effectivement mon JSON qui arrive. Bon, j'ai pas mis de content type, on s'en fout. Hein. Et maintenant, je vais donc modifier mon main vertical et vous montrer comment est-ce qu'on y accède typiquement dans un serveur de type Vertex, HTTP au moins. Bon, après, on prend ce principe-là, HTTP, puis on l'applique, on le décline à l'infini sur tout ce qui est possible, hein, bien sûr. Que ce soit du messaging, des données. Là, c'est juste un petit exemple. Donc pour ça, pour me simplifier la vie, je vais utiliser le fameux web client dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, juste, je rajoute mon jar. Voilà. Et donc ce web client, je le crée ici. Et quand j'ai ma requête, eh bien, en fait, je vais aller chercher ma réponse dans le back-end. Donc je vais faire un client.get sur le port 8081, localhost et on va dire /greetings. Et ça va m'envoyer une requête qui n'a pas encore été envoyée. Et après, quand j'envoie la requête, donc ça c'est la requête au back-end. Donc je pourrais l'appeler greeting request. Bon. Donc, je fais un send. Et donc là, en fait, on voit qu'on est encore event-driven ici, qu'on est encore en mode non bloquant. Donc plutôt que de bloquer mon thread et d'attendre la réponse HTTP, j'ai un callback qui est fait ici, un rappel qui est fait quand j'ai ma réponse en fait. Mais contrairement auparavant, où dans le cas d'un timer, j'avais un callback qui était certain, c'est-à-dire je mets un timer, je suis dans la même JVM, je suis sûr que le timer va arriver, sinon c'est qu'il y a un problème qui est grave. Là par contre, on se met à accéder du réseau. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir un échec. Alors l'échec, ça peut être soit l'hôte n'est pas disponible, ou ça pourrait être éventuellement, et ça c'est important, une réponse d'un back-end qui est très lent. Donc je reçois un AR, et qu'est-ce que c'est en fait cet AR? Ben, si on regarde un peu le code, on a pu alors handler, c'est un peu comme consumer en Java 8, c'est pour recevoir des événements. On a pu l'objet, on a un async result de HTTP response. Et l'async result, en fait, c'est une éventualité. C'est-à-dire ça peut être où ça marche, où c'est succeeded, et donc j'ai ma réponse, ou c'est failed, et donc là, je récupère en général une exception qui va me donner du contexte par rapport à ce que c'est.
Donc là, alors je dirais pas le pattern, mais l'idiome qu'on utilise, en général, c'est voilà, c'est if AR.succeeded, else. Et donc là, si ça marche, je récupère mon JSON object. Et puis, donc en faisant AR.result, donc je peux appeler result librement une fois que j'ai appelé succeeded. Je vais faire un get body as JSON object. On va simplifier un peu. Hein. Et je vais faire un... Donc là, j'avais copié-collé ça. Je vais faire un json.getMessage getString de message. Sinon, je vais gérer ma... Là, je suis dans le cas d'erreur, en fait. Et je vais faire un end en faisant un status code 500. Voilà, donc là, je vais redémarrer mon application. Alors, celle-là, elle marche. Donc maintenant, si j'appelle celle-là, elle marche. Si j'appelle celle en 8081, voilà, j'ai bien ma réponse qui est venue de mon back-end, en fait. Et là, si je lançais un test de performance, par contre, j'aurais des résultats qui seraient différents que ce qu'on a vu avec WRK, puisqu'on a un back-end qui répond 20 millisecondes. Et donc, je commence à introduire de la latence dans mon système, en fait. Et donc, tout en introduisant cette latence de 20 millisecondes, avec un seul thread, je suis quand même capable d'arriver à gérer un grand nombre de requêtes par seconde. Donc ça, c'est une des propriétés du réactif que le réactif permet, en fait. Donc, dans la deuxième étape, maintenant qu'on a cette belle application, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'application où votre front, entre guillemets, accéderait directement au back? Qu'est-ce que vous dit votre réflexe d'architecte Java? Il vous dit de prendre et de... En fait, c'est moche, il faudrait encapsuler ça dans un service. Hein. Donc on va commencer à... Dans Vertex, voilà, on peut le vertical dont j'ai parlé avant sert aussi on pourrait dire, bon après chacun son opinion, d'encapsulation fonctionnelle un peu des différentes parties asynchrones de notre application. Donc je vais prendre mon main vertical et puis je vais le copier sous forme de greeting service qui va accéder au greeting server et puis mon front server il va accéder à ça en fait. Donc je vais le copier et donc maintenant par défaut quand je vais lancer mon application je vais avoir deux verticals et ces deux verticals vont devoir communiquer ensemble. Et donc la question c'est comment est-ce que je fais communiquer deux verticals ensemble. Et donc pour ça Vertex fournit ce qu'on appelle l'event bus. Donc l'event bus c'est un peu le backbone, l'épine dorsale de Vertex et c'est ce qui permet au vertical d'échanger des messages de manière asynchrone. Donc là c'est très important. Il y a plusieurs qualités, on va en voir plusieurs aujourd'hui, mais là pour l'instant ce qui est important c'est que c'est de manière asynchrone. Et aussi l'autre propriété qu'on va voir c'est quand on va déployer nos deux verticals, à la place d'avoir une event loop comme on avait avant en fait, chaque vertical va être assigné une différente event loop. Et donc cet event bus va permettre de faire facilement de l'échange de messages entre ces event loops. Donc allons-y. Donc là je suis dans mon greeting service, donc là j'ai plus besoin de mon serveur HTTP, par contre je vais garder la plupart du code. Donc là au lieu de réagir à des événements qui sont de type HTTP requête, je vais réagir à des messages. C'est ça que l'event bus permet. Il permet soit d'envoyer des messages, et c'est tout, juste je vais envoyer un message, soit d'envoyer un message et éventuellement d'attendre une réponse. Et puis après on peut aussi avoir des réponses enchaînées et avoir des discussions comme ça entre les différentes parties de l'application. Et donc ça c'est clairement aussi un peu l'inspiration acteur simplifiée de Vertex en fait. Donc de base on récupère l'event bus, on va utiliser ce qu'on appelle un consumer, on le met sur une adresse. Donc je vais appeler greeting service. Donc là, l'adresse est arbitraire, c'est une chaîne de caractères. Il n'y a pas de magique, il n'y a pas de si on met étoile, ça va tout marcher ou pas. On ne fait pas ce genre de choses. Alors souvent, on nous le demande, pour avoir un wildcard et tout, puis en fait, non, mais si tu as besoin d'un wildcard, tu fais différemment, tu utilises les adresses différemment. Et donc là, je vais encore mettre un handler. Et qu'est-ce que je vais recevoir dans cet handler? Je vais recevoir un message, en fait. Donc on va l'appeler message. Et puis ce message, voilà, donc quand on le reçoit, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on n'a pas d'argument, donc le message, on ne va récupérer aucune information à travers le message, c'est juste l'intention qui compte. Donc, je vais prendre ce code-là, je vais le copier-coller, je vais enlever mon serveur HTTP qui disparaît, et là, je ne vais plus faire que l'accès à mon back-end. Et donc, ce qui me reste à changer, c'est quand j'ai la réponse, au lieu de renvoyer une réponse HTTP directement au client, je renvoie une réponse au message. Donc je fais un
message.reply. Et voilà. Et puis en cas d'erreur, je fais un message.fail. On donne normalement un status code aussi. Et puis une chaîne arbitraire, it failed. Voilà. Donc ça, c'est la partie service backend. Et dans le main vertical, bah, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on n'a plus besoin du web client. Par contre, là, je vais faire vertex.eventBus send. Donc je vais envoyer un message sur la même adresse. Là, on envoie la payload du message. Donc, si je suis typiquement dans une optique de faire un événement sans réponse, normalement, j'envoie mon événement là. Ça pourrait être du JSON, ce que je veux en fait. En général, on conseille d'utiliser du JSON parce que si vous utilisez l'aspect polyglotte de Vertex, le JSON, bah, c'est ce qui est bien connu par tous les différents langages que Vertex supporte. Maintenant, si vous êtes en pur Java, vous pourriez envoyer vos propres objets. On a des notions de codec où vous pouvez avoir gérer la sérialisation de ces objets. Là, dans le cas request réponse, j'envoie n'importe quoi. Je me fous un peu de ce que j'envoie, parce que ce qui m'intéresse, c'est la réponse. Et donc là, la dernière chose que je vais donner, c'est encore la même chose, en fait, un AR, un async result, puisque on a vu qu'on pourrait avoir une failure en termes de réponse. Alors ça pourrait être une failure soit fonctionnelle, comme je dis, soit le serveur est down, ou ça pourrait être aussi l'eventBus ne me répond pas. Parce que comme on va voir après, l'eventBus peut être distribué. Donc ça permet de gérer sur des timeouts ce genre de choses. Donc là, je peux prendre mon bloc et le copier-coller directement, puisqu'on ne change que la partie en fait, de communication. Et donc là, je vais faire sur... Oh là, on ne voit plus rien. Si j'ai l'AR qui est là. Donc là, je vais faire AR.result et je vais récupérer Alors là, il manque un petit générique pour que ce soit parfait. Là, je vais récupérer un message d'object. Et en fait, ici, il faut lui dire qu'on veut un string en return. Donc faire ça. Et puis là, je crois qu'on avait mis directement ça dans le... Voilà, on l'avait mis directement dans la reply. Donc je récupère la body. Et là, j'ai ma réponse qui arrive. Et maintenant que j'ai mes deux verticals, comment je vais faire pour lancer ça? Donc là, c'est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais renommer main vertical en Hello World Server. Et puis je vais faire un nouveau main vertical. Ah, j'aurais dû le copier. Et en fait, ce vertical, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me déployer. Voilà. Quand on a plusieurs verticals à déployer, quand on veut les déployer ensemble, on utilise encore l'objet vertex. Et l'objet vertex permet entre autres de déployer des verticals existants. Donc je vais faire vertex deploy vertical hello world server.java et le greeting service. Voilà, donc là je suis ici. Alors ça c'est mon ancien main vertical qui tourne. Si je le relance, crossing fingers, ça marche. Et donc là, fantastique, ça marche. Donc voilà, maintenant qu'on est dans cette optique-là, on voit donc comment on peut découper notre application en parties fonctionnelles qui communiquent entre elles via l'eventBus. Et une chose qui est intéressante, alors là je pourrais prendre, comme tout à l'heure, JVM-top, mettre de la charge dessus, puis je verrai que j'ai mes deux verticals qui vont absorber la charge. Le premier va absorber les requêtes frontales, et puis le deuxième va gérer les requêtes au back-end. Et une chose que nous permet de faire Vertex quand on déploie nos verticals, c'est ici, en fait, je peux lui passer des options de déploiement, où je pourrais dire, par exemple, voilà, disons que j'ai fait mon greeting service, pas en Java, mais en JavaScript. JavaScript, tout le monde sait, c'est rapide, ou c'est lent. Et donc j'ai besoin d'un peu plus de puissance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire voilà, je vais mettre le nombre d'instances, et puis je vais dire, voilà, je le déploie sur 4 instances. Je vais en créer 4 instances. Et à ce moment-là, ce que Vertex va faire, c'est qu'il va déployer le même vertical 4 fois sur 4 event loops différentes, donc sur 4 threads. Et donc ça va me permettre de choisir, de scaler comme ça les différentes parties de mon application de manière indépendante. On voit qu'on fait le vertical. Moi, celui qui fait le vertical s'occupe vraiment que de la logique métier et de ce qu'il doit y avoir dedans.
Et celui qui le déploie, par contre, il prend ça et il peut choisir à sa volonté le nombre d'instances, en fait. Il a cette flexibilité. Donc on voit là une autre propriété un peu du réactif, c'est souvent l'aspect élasticité, en fait, où on peut scaler différentes parties de l'application indépendamment. Et pour finir, maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux prendre mon application, et ça c'est aussi un truc que je trouve génial dans Vertex, que j'adore. Donc ça c'est mon back-end. Et là donc plutôt que lancer le main vertical, je peux, si je veux, démarrer les deux parties séparément en fait. Le greeting service et le greeting server, je peux les distribuer. Donc souvent dans une application, on vous dit il n'y a pas le choix, c'est soit tout est dans la même VM, ou soit on distribue, mais à partir du moment où on distribue, on va avoir des remote exceptions, ce genre de choses. Et là, ce que permet de faire l'event bus facilement pour vos applications, c'est d'avoir le choix. Donc vous pouvez dire je mets tout dans une même machine virtuelle parce qu'elle peut le gérer, ça marche très bien. Ou vous pouvez après, à votre guise, distribuer les différentes parties de votre application. Donc là, alors forcément, si je le lance maintenant, je suis en mode cluster, donc je vais le lancer avec un switch spécial, moins cluster. Et là, je lance plus le main vertical. Je vais lancer on va dire le Hello World server. Et là, donc, si j'accède à mon application en curl, il est démarré, donc j'ai rien. Et si je fais un curl-v, on voit que normalement j'ai bien mon erreur 500 en fait. Donc là, j'ai pu gérer la tolérance aux pannes, c'est-à-dire mon serveur n'est pas là ou mon serveur met du temps à me répondre. Et ça qui est très important en fait, c'est pas souvent que souvent le serveur peut pas être là, mais quand il n'est pas là, on le sait rapidement. Le problème souvent c'est les backends qui sont là en fait, qui peuvent avoir des impacts sur l'application. Et que le réactif permet de gérer de manière efficace. Donc maintenant je vais faire un petit truc, j'ai une petite commande magique qui s'appelle fork. Que fait fork? Il me fait une nouvelle fenêtre et il me lance le truc. Et maintenant, je peux réutiliser le normal. Et là, je vais lancer mon greeting service en cluster. Et là, magie de la démo, ou pas. Voilà, il a démarré le vertical. Et là, donc, j'ai bien mes Hello World qui est apparu. Et j'ai pu distribuer mon application et la faire marcher comme quand elle était dans la même VM en fait. Et donc ça permet de gérer une certaine élasticité, surtout quand on va dans des environnements type cloud, de gérer les réponses lentes. Typiquement dans Vertex, effectivement, comme on a un seul thread, en général quand vous avez une réponse lente, votre thread il va être bloqué à attendre le réseau. Et donc ça va avoir certainement un impact sur le reste de votre application à cause des backends qui sont lents. Et donc c'est ça pour nous ce que permet de faire le réactif et comment on le fait dans Vertex. Voilà, donc on va passer au reste de la présentation. Vous avez des questions jusqu'ici? Qui a posé la question? Oh. J'ai regardé ton voisin. Alors la question, et c'est une très bonne question pertinente, c'est comment les opérations en base de données qui sont bloquantes sont gérées. Et alors là, le problème, c'est pas forcément la base de données qui est bloquante. C'est la technologie qu'on a dans la JVM pour accéder à la base de données. Donc effectivement, aujourd'hui, si tu fais référence par exemple à JDBC, JDBC est bloquant, et donc pour le gérer dans Vertex, on va passer par un worker pool. Donc on va devoir effectivement une partie de tuning où on va devoir avoir la bonne taille du worker pool, qui pourra éventuellement être une bottleneck dans l'application. Alors après, avec la distribution, on peut le gérer de manière sympathique, et le gérer ça sur d'autres machines. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, on rentre dans l'espace où le thread pool devient la ressource à scaler en fait. Effectivement, la promesse de Vertex, c'est d'arriver facilement à scaler des applications avec peu de threads. Maintenant, il existe des alternatives. Déjà, tous les vendeurs NoSQL ont compris que tout ce qui était asynchrone et non bloquant, c'était important. Donc en général, la plupart des back-ends NoSQL fournissent des drivers non bloquants qu'on intègre dans Vertex, par exemple. Et pour certaines bases de données spécifiques, MySQL et Postgre, il existe des drivers non bloquants, dont un qu'on intègre dans Vertex. Donc si vous êtes sur le MySQL Postgre, alors vous ne ferez pas des choses vous n'irez pas aussi loin que sur du JDBC, notamment, je crois, au niveau des procédures stockées, ce genre de choses. Mais pour du classique, ça marche très bien. Et effectivement, avec peu de threads, vous pouvez avoir
plus facile à scaler en fait sur votre back-end. Par contre, nous, ce qu'on fournit dans Vertex, c'est comme on va le voir après, des briques qui permettent d'accéder à tous ces back-ends qui soient bloquants ou non bloquants. Vous n'avez pas à vous en soucier, vous utilisez le bon composant. Et nous, on va vous garantir que le modèle de threading de Vertex va être respecté. Donc, vous aurez des rappels qui sont faits sur les bons threads et ce genre de choses. Je n'ai pas répété la question. Ah oui, non, bah, je vais le faire, comme ça tu l'entendras. Oui, ce que tu proposais là, c'était justement de séparer dans des verticals les différentes parties avec des appels plus ou moins lents pour pouvoir isoler et compartimenter. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que mécaniquement, une appli avec cette philosophie-là sur Vertex est découpée en plein de verticals que tu vas répartir. Voilà, en général, tu découpes ton application fonctionnement en vertical et après, tu as le choix soit de les mettre dans la même VM ou de pouvoir les distribuer à ta guise, en fait. Mais du coup, ce que tu proposes là, c'est plutôt à chaque point avec un échange avec un back-end ou une base de données ou des choses. Là, tu as tendance à mettre un vertical à chaque fois ou... Ah, ça, après, ça, c'est des questions philosophiques. Oui, là. c'est pour ça que je la pose. On en discutera. Moi, je développe pas d'application en plus. Hein. Je vois juste des mecs qui essayent de développer des applications avec ce qu'on fait. D'accord, merci. Et on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé parce que... Donc voilà, donc les propriétés du réactif. Je vous ai montré ce que nous on entend à travers Vertex, c'est-à-dire en général effectivement non-blocking. Alors là c'est marqué event-driven, mais si on regarde, alors il y a le fameux Reactive Manifesto qui existe, qui donne des propriétés réactives. Ce Reactive Manifesto est très intéressant. Il faut le prendre un peu avec des pincettes parce que c'est aussi un peu un pamphlet commercial sous certains aspects. Par contre, il est intéressant parce qu'il formalise la chose. Donc on pourrait dire message-driven aussi, distribué en fait, effectivement. Il y a cette partie un peu distribuée qu'on gère, donc qui permet de gérer après la résilience, toutes ces magnifiques propriétés. Donc ça, c'est un peu ce qu'on entend par Reactive Systems en général. Et puis après, effectivement, il y a aussi une autre chose. Alors, on pourrait faire, voilà, on pourrait dire Abstract Class Reactive. Reactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça réagit à un stimuli. Ding. Ou ça pourrait être Reactive Systems un peu, ou Reactive Programming. Alors qu'est-ce que c'est que Reactive Programming? Alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parle dans l'université. C'est tout ce qui est RxJava. Donc c'est l'intégration, c'est l'utilisation de flux de données réactifs, finis ou non finis, ou infinis, ouais. Souvent à base pas de callback, mais voilà, si en fait c'est ça. On a des callbacks tout le temps, un peu comme les streams en Java en fait, sauf que les streams en Java, je crois que c'est pas bien en fait pour ça. Je crois que c'est bloquant dedans, j'ai jamais regardé. C'est un peu comme les streams en Java. Vous les composez fonctionnellement, vous avez des opérateurs et c'est assez intéressant. C'est très puissant. Et si vous regardez, s'il y a un super livre sur RxJava qui existe chez Aurélie, et les deux premières, la préface faite par le créateur de RxJava est très intéressante à lire. Alors je sais bien qu'on a un peu le temps, mais en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, voilà, pourquoi est-ce qu'on a inventé le reactive programming? On l'a inventé parce qu'il y a notre CEO en 2006 qui est venu nous voir, enfin notre CTO ou CEO, je ne sais plus, qui nous a envoyé un email et qui nous a dit, voilà, dans les prochaines années, le modèle va changer, on va voir l'économie des API, ce genre de choses. Et donc, c'est les applications que les gens vont développer. Et eux, ils sont brainstormés pendant 2 ans. Et ils sont arrivés, ils ont accouché de Reactive Programming, donc, et en gros l'idée c'est facilement de pouvoir gérer des back-ends, gérer l'accès avec des services qui ont des latences et à pouvoir composer tout ça de manière formidable. Je m'étends un peu sur le sujet. Voilà, donc Event Driven, que sont les événements dans Vertex? Donc à la base, effectivement, l'inspiration c'est les sélecteurs NIO. Donc, qui sont là dans la JVM, que vous pouvez utiliser vous-même si vous voulez, mais je ne vous conseille pas. Mais ça peut être aussi des opérations de disque, le timer comme on a vu, des messages, l'event bus, la base de données qui fait un rappel parce que j'ai la requête qui revient. Et donc, dans Vertex, on gère tout ça avec la fameuse event loop, un seul thread ou plusieurs, qu'on peut scaler, ce qu'on appelle le multi-reactor. Et le reactor, lui, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un truc tout bête. On a vu qu'on mettait des handlers pour avoir du code. Et le reactor, c'est ce qui prend les événements qui arrivent dans la file d'attente des événements, puis les envoie au bon handler. Voilà, il ne faudrait pas qu'il se gourde handler, il ne faudrait pas qu'il envoie une HTTP request, par exemple, à quelque chose qui attend un timer. Effectivement, ça ne marcherait pas. Donc le reactor, c'est juste ça, quoi.
Donc Vertex, comme on a vu, modulaire. Donc on essaie d'être le modulaire le plus possible dans notre composition dans notre proposition comment on appelle ça, de proposition de consommer le projet, quoi. Voilà. On essaie en général d'avoir un minimum de dépendance, autant qu'on peut, parce que, comme on va voir après, Vertex ne fait pas de class loading, ou on en fait mais un tout petit peu. On a reconnu, enfin notre opinion, c'est que de toute façon, dès qu'on fait du class loading, quelqu'un d'autre fait du class loading, et on arrive toujours à des problèmes à s'arracher les cheveux. Donc nous, on n'en fait pas. Et si vous avez des problèmes de class loading, vous les résolvez comme vous voulez. Voilà, OSGI, PostGI, Java 9, c'est votre problème. Nous, on va juste essayer de ne pas vous embêter avec ça. Composable, donc voilà, c'est modulaire, minimum de dépendance. Le but, c'est de pouvoir que vous puissiez composer au maximum votre application et de payer, comme c'est modulaire, vous payez le prix d'utilisation en termes de jar, de dépendance, de problèmes à résoudre, parce que c'est des problèmes à résoudre, d'intégrer des trucs différents. Vous payez pour ce que vous utilisez. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas Kafka Client, eh ben, on ne va pas vous mettre les dépendances de Kafka dans le ClassPass. Vous ne les aurez pas. Et embarqué, c'est ce qu'on a vu typiquement Vertex. Voilà comment ça s'utilise en embarqué. Donc les event loop benefits, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, l'idée, c'est facile. En gros, c'est que c'est facile à scaler. Et la vraie idée, alors il y a deux vraies idées, il y a deux bonnes idées que je peux expliquer. C'est le premier, c'est on multiplexe sur un seul thread des choses qu'on ferait d'habitude sur plein de threads. Et donc ça va le rendre plus facile à scaler, puisque le thread pool ne va plus être une ressource. Et le deuxième, c'est, alors je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui, c'est Simple Concurrency Model. Donc vous avez un seul thread. Donc pour ceux qui font de la performance et qui adorent Volatile, le Java Memory Model, on sait que des deux threads, aujourd'hui, comme on est de plus en plus multicore et dans un système distribué, même dans un même CPU, on peut même considérer ça comme des applications un peu distribuées. Et donc, on doit faire des choses assez sioux en termes de visibilité de données entre des corps. Vertex, avec ce Simple Concurrency Model, vous dit que quand vous êtes dans votre vertical, si vous avez besoin d'une map, vous pouvez utiliser simplement une simple hashmap et pas une concurrente hashmap ou ce genre de choses. Puisque vous aurez la garantie qu'un seul thread, au plus, accédera à votre vertical en même temps. Les langages qu'on supporte, voilà. Et si quelqu'un a un langage là-dedans, est-ce que quelqu'un a un langage là-dedans qu'il aimerait qu'il soit supporté et qu'il n'y ait pas? Clojure. Non? C'est super. Voilà, donc Vertex, unopinionated, class loading free, comme j'ai dit. Alors certains pourraient voir ça comme un défaut. IOC free aussi, si on ne fait pas d'injection de dépendance. Donc vous payez vraiment pour ce que vous avez. Si vous voulez de l'injection de dépendance, Vertex marche très bien avec Spring. Nous avons beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Vertex avec Spring. Pour nous, ce n'est pas un defect, c'est plutôt une feature. Simple et flows. Alors pourquoi j'ai mis ça? Oui, alors flows, voilà, ça me revient. C'est en fait aussi, on verra dans Vertex, comme Vertex s'inspire un peu de Node.js et puis permet de faire du JavaScript, est-ce que vous avez déjà implémenté une interface en JavaScript? C'est possible? Non? Voilà, une interface Java ou en général. Voilà, tout ça, c'est pour dire qu'en général, quand vous utilisez des frameworks, ce que vous devez faire, c'est dès qu'on doit avoir des callbacks, on doit implémenter une interface avec plusieurs callbacks. Alors si vous regardez par exemple les servlets 3.0 et la manière de faire, parce qu'avec les servlets 3.0, on peut faire un peu du simili non bloquant. Vous avez une interface implémentée qui s'appelle read listener ou un truc comme ça pour savoir quand est-ce que vous pouvez écrire sur la socket. C'est juste incroyable. Et dans Vertex, en fait, comme on supporte le JavaScript, on ne vous demande pas d'implémenter des interfaces. On a vu qu'on donne des lambdas avec des callbacks. Et par exemple, quand vous avez une HTTP Server Request, si vous voulez être au courant quand il y a un nouveau buffer qui arrive ou quand elle se termine, plutôt que de dire je donne voilà, my callback listener HTTP Request Interface callback avec on truc, on bidule, là vous mettez un handler pour chacun des événements et vous pouvez facilement le composer. Et pour moi, c'est plutôt bien ça. Voilà, donc Vertex Core, c'est ce qu'on a utilisé avant. Non, enfin, on utilise aussi le Web Client. Mais que fournit, si vous utilisez que Vertex Core, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez, voilà, on gère du TCP, simple TCP, ce qui est toujours utile, hein, parce que c'est pas mal utilisé. HTTP1, HTTP2, UDP, système de fichiers, donc c'est vraiment les bases, hein, c'est vraiment le core. Hein. Avec ça, déjà, on peut faire plein de belles applications. Hein.
l'event bus et aussi les shared data. Donc j'ai parlé de clustering avant, on a vu l'event bus distribué, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est shared data, c'est-à-dire pouvoir échanger des données sur un cluster, avoir des logs distribués, ce genre de choses. Donc voilà. Donc, alors, prêt pour mettre les choses au clair, voilà, le serveur HTTP dans Vertex Core, c'est pas un serveur HTTP avec lequel vous allez faire du templating ou ce genre de choses en fait. C'est vraiment qu'un serveur HTTP. Après pour ça on a Vertex Web qui permet de faire des routes, ce genre de choses en fait. Donc ça c'est toute la stack Vertex. Donc là j'ai voulu, voilà, on supporte tout ça. Pah donc au hasard, voilà, Drop Wizard pour les metrics, Apache Camel si on veut s'intégrer, RabbitMQ, MongoDB, Kafka dans la 3.4, gRPC récemment, Redis, Kubernetes pour le cloud, Postgre, Docker, enfin Docker, tout le monde est compatible avec Docker forcément. Hein. Shiro pour la sécurité, JWT qui est super à la mode, OpenShift, génial. Voilà, donc maintenant on va passer on va regarder un peu plus en détail les bénéfices du réactif sur un simple serveur HTTP. Et après, on parlera d'un peu d'HTTP2 et des performances, de tests de performance que j'ai fait. Voilà. Donc, écrire des serveurs avec Vertex, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos Vertex Core, voilà, on a TCP, HTTP, ceux que j'ai énoncés. WebSocket aussi, je ne l'ai pas dit. Dans Vertex Web, on gère un peu plus, on gère SockJS. SockJS, ça permet de, voilà, pour ceux qui ne font pas du WebSocket, ça permet de dégrader sur du SSE, sur du long polling, ce genre de choses. Mon slide n'est pas complet. Par exemple, on a aussi MQTT dans Vertex, dans la 3.4, je ne l'ai pas mis. Alors, qu'est-ce qu'on fournit voilà, donc tout ce que tout le monde devrait fournir pour créer des serveurs HTTP, donc SSL-TLS. On supporte Native SSL, donc c'est-à-dire OpenSSL, ce genre de choses. Donc Vertex, pour le dire, est basé sur Netty en fait. Par-dessous, c'est ça, depuis le début. Et donc, on hérite de pas mal de features que Netty développe. Donc ça, c'est pas nous qui le développons, en fait. Asynchronous DNS Resolver, des proxys sur le client, gestion des metrics. Et sur le serveur, je crois qu'on supporte encore d'autres choses. Bon, c'est juste overview. Voilà, au niveau du client. Ah oui, j'ai pas mis ça. Ouais, voilà, j'ai des... Voilà, au niveau du client, Persistent Connections, tout ça. Hein. Donc ça, c'est le serveur HTTP typique qu'on peut faire avec Vertex. Donc là, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avant, hein, sauf que là, j'ai utilisé l'Event Bus ou un HTTP Client, j'utilise Mongo Client. Et donc, quand je fais ma requête, j'ai mon résultat, puis je fais exactement la même chose qu'avant. Donc là, pas grand-chose de plus à dire. Et donc, typiquement, pour expliquer, on va gérer la concurrence dans le serveur, va se gérer de cette manière. Donc on voit qu'avec un seul thread, on multiplexe toutes les requêtes qui arrivent en fait du client. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bah ça, j'y peux rien. Et donc on voit ça en fait. Donc facilement, on peut le comprendre facilement. Donc avec ce thread, je peux gérer tout ça. Et maintenant, si on va s'intéresser à un autre aspect en fait, qui est souvent intéressant, c'est tout ce qui est. Alors j'ai pas un slide, je ne l'annonce pas clairement, mais on va parler de back pressure et comment gérer les réponses longues faites par les clients. Puisque là, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était plutôt des réponses courtes qui tiennent dans en moins de 10 kilooctets, on va dire, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on gère des flux longs de données? Et donc ça, c'est une des autres choses que permettent de faire facilement le réactif en termes de scalabilité. On va voir ça. Donc là, typiquement, mon exemple, c'est j'ai un client qui va uploader un fichier dans S3. Donc une manière de faire, la manière bête et méchante, la manière qu'il ne faut pas faire en fait, si vous avez des... enfin, il faut savoir ce que vous faites. C'est-à-dire en fait, si vous êtes sûr que votre client a des petites payloads, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ça. Mais par contre, voilà, le body handler, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bufferiser tout en mémoire. Et donc à la fin, vous allez avoir un seul callback avec le buffer agrégé de tous les buffers de données qui ont été reçus. Et donc une fois que j'ai ce buffer-là, je le mets dans mon bucket S3, ici, data, voilà. Et donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Et bien plutôt que d'utiliser le callback body handler, une manière de faire, ça serait de faire ça.
Donc on va créer une requête, plutôt que de faire un seul appel, on va créer une requête pas commencée au backend S3. Là, on va gérer la réponse. Et puis, on va utiliser deux handlers de la HTTP Server Request, c'est-à-dire le handler qui envoie des morceaux de données. On va avoir des buffers qui arrivent un par un. Donc, dans le cas où vous êtes dans une petite requête, il y a de fortes chances que vous ayez un seul buffer. Par contre, dans le cas où c'est très gros, bah, vous allez avoir des morceaux qu'on va recevoir ici. Et donc, ces morceaux, on va les écrire progressivement dans le back-end, en fait, dans la requête à S3. Et puis on va mettre un autre handler qui est le end handler pour terminer la requête quand S3, quand la HTTP request se termine et que je reçois que le dernier morceau de données a été reçu. Et donc là, est-ce que tout va bien se passer? Ça va mieux marcher, hein? Si. Oui, alors dans Vertex, oui. Quand on a cet event loop, si j'envoie un message, par exemple, si je reçois un buffer, que j'envoie un message, que j'envoie un deuxième message dans un event bus, l'ordre des messages, par exemple, va être garanti. Donc l'ordre, c'est très important de conserver l'ordre. Donc, quelqu'un répondait là? Non, je ne la fais pas, la gestion des erreurs. C'est pour simplifier, parce que je suis déjà en fonte, machin. Oui, là, il manque la gestion des erreurs. C'est des slides incomplets, mais effectivement. Il faudrait utiliser un exception handler. Et quand on a une exception, il faudrait passer en mode recovery, c'est-à-dire... on ne peut rien faire pour la requête HTTP. Hein, elle est partie, c'est du HTTP1. On fait un reset, on ne peut pas faire de reset. En HTTP2, on pourrait, c'est ça qui est cool. On pourrait faire un reset, c'est clean. C'est ça qui est bien avec HTTP2. Non, en fait, le problème, c'est en fait... c'est que voilà ce qui se passe quand j'ai mon handler qui arrive et que j'écris dans le back-end. Voilà, j'utilise socket et socket, mais ça devrait être request et back-end request. Je me suis trompé. Donc là, j'ai mon événement qui arrive, je le mets dans le... Donc ça, c'est on va dire que c'est on pourrait dire que c'est les paquets qui arrivent, et puis ça, c'est les paquets qui sortent simplement. Donc je commence à les écrire, et puis quand j'en ai beaucoup qui arrivent, en fait, c'est typiquement la problématique où j'ai un consommateur qui est lent. Bon, après, c'est S3, c'est rapide. Mais j'ai un consommateur qui est lent et j'ai un producteur qui est beaucoup plus rapide, en fait. À ce moment-là, je vais avoir tendance... Le problème que j'avais avant, je peux le retrouver, en fait. C'est-à-dire, je vais pouvoir... Tous ces buffers, si je les écris les uns à la suite des autres, je vais avoir tendance à les garder en mémoire aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Voilà, donc là, c'est la cata. Si tout le monde fait ça, hein, je vais avoir des... Je vais atteindre les limites de la machine, potentiellement. Donc voilà, donc là, j'ai le problème forcément des lectures rapides et des écritures lentes. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle la back pressure. Donc la back pressure, c'est assez implicite, on l'utilise tous les jours. Mais on ne s'en rend pas compte, tout dépend de ce qu'on fait. Mais en fait, la back pressure, voilà, c'est un signal qui permet de propager, de donner un feedback à la source de données et de lui dire voilà, arrête de m'envoyer des données, là c'est plus la peine. De toute façon, soit j'explose, soit je les jette tes données. Voilà, il y a deux choix. Quand on a trop de données qui arrivent, soit on les garde, on essaie de les bufferiser, on explose, soit on les discarde ou on les et après, en général, c'est les stratégies. Et où est-ce que ça se passe, ce back pressure? Ça se passe en général dans toutes les couches, dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire soit dans les protocoles entre les systèmes. Typiquement, on va voir un exemple avec TCP, ou ça peut être aussi dans le même système en lui-même, en fait. Mais l'important, c'est surtout que ça puisse se propager à travers les systèmes pour garantir une efficacité maximum. Donc, par exemple, voilà, quand on a deux threads qui... Par exemple, quand vous êtes dans votre Interprocess Communication Pipe, par exemple, imaginons que je fais un pipe Unix, si celui qui consomme ici... consomme lentement, et celui qui va écrire dans le pipe, s'il utilise des écritures bloquantes, et à un moment donné, il va bloquer et il ne pourra plus écrire dans le pipe. Typiquement, si dans votre Java, si vous faites un système out.println ou vous faites un flush, mais que le buffer est plein, votre flush il va bloquer. Donc, typiquement, on voit que d'une manière ou d'une autre, on a des moyens, des stratégies différentes pour propager la back pressure. Donc voilà, donc c'est vraiment ce mécanisme dans les protocoles pour ralentir des flots de données entre un producteur et un consommateur. Et donc, quand la demande est supérieure à la capacité, en fait, soit on queue, soit on drop. Et comme on veut faire ni l'un ni l'autre, on utilise la back pressure pour ça. Donc,
TCP, ça, si vous connaissez un peu TCP, alors vous êtes des perfect, donc vous connaissez tous à fond TCP. Ça se passe avec quand on reçoit des acquittements. En gros, lui, il nous dit, voilà, si je fais une lecture puis que je libère, imaginons que c'était plein, je libère 8 kilooctets. Ça, lui, il va dire, paf, il va envoyer un signal, il dit, ah, c'est bon, maintenant tu peux écrire la taille de la fenêtre, là, il y a 8 kilos pour que tu puisses écrire, en fait. Et à ce moment-là, lui, il va pouvoir écrire, paf, et puis il va dire à l'application, ah, tiens, maintenant tu peux réécrire, le send buffer n'est pas plein. Donc voilà comment ça marche, il n'y a pas de magie. Hein. Par contre, c'est très intéressant. Et donc la back pressure dans les protocoles, tous les protocoles, beaucoup de protocoles ont la back pressure. TCP, on l'a vu, donc c'est au niveau de la couche de liaison. HTTP2 a une notion de back pressure qui est différente de la notion de TCP, puisqu'on a du multiplexage. WebSocket, SockJS utilisent des back pressure qui héritent de TCP. AMQP en tant que messaging, les pipes entre les process, tout ça en fait peut en avoir potentiellement. Et donc en général, quand on les gère en Java, on utilise des écritures et des lectures bloquantes. Donc là, imaginons que j'ai écrit mon S3 backend en mode Java avec des getInputStream et des getOutputStream. Et bien en fait, ici déjà, quand je lis des données, si le buffer était vide, je peux potentiellement bloquer. Bon, en l'occurrence, admettons qu'il y ait quelque chose. Là, le rouge, c'est quand je bloque, donc c'est pas bon. Et surtout, là, quand je vais écrire, en fait, quand je vais faire un write avec le buffer que j'ai lu avant, si c'était plein, je vais attendre, mon thread va être bloqué jusqu'à ce que la place se libère. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis à partir du moment où la place va se libérer, par exemple TCP va envoyer un acquittement, il va dire c'est bon, tu peux écrire. À ce moment-là, il va écrire tout ce qu'il peut, puis si on a la chance que tout rentre, à ce moment-là, notre thread va continuer en fait, plus loin. À ce moment-là, ça va être mis, puis après ça va être envoyé dès que possible par le système. Et dans le cas de Vertex, en fait, comment est-ce qu'on gère ça en fait? Dans le cas de Vertex, comme on l'avait vu, effectivement, on avait un empilement. Et donc dans le cas de Vertex, ce qu'on utilise la S3 request, comme on va voir, elle implémente une interface qui s'appelle WriteStream. Et WriteStream procède de deux méthodes qu'on va voir, qui s'appellent, la première c'est WriteQFull, qui nous dit quand le WriteStream est plein. Et quand il est plein, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois surtout pas écrire dedans, sinon je vais retomber dans le système d'avant. Donc quand c'est full, ça envoie vrai, et puis du coup on n'écrit plus rien. Mais là, on arrive avec un problème, effectivement, c'est qu'on va perdre des données, en fait. Puisque quand on reçoit des paquets de données qu'on n'a pas, on évite de les écrire, mais on les jette, en fait. Donc, on ne résout pas le problème. Et donc, progressivement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on résout le problème. Et bien, en fait, notre requête de base qui arrive, elle implémente une autre interface qui s'appelle ReadStream. Et donc, ReadStream, c'est ce qui permet de recevoir des données. Donc, on peut mettre un handler pour recevoir des données. Et on peut surtout faire deux choses intéressantes dessus. On peut la mettre en pause. En pause, ça veut dire je ne veux plus que tu m'appelles. Tu pourrais m'appeler, mais ne m'appelle pas. Et débrouille-toi pour ne pas m'appeler. Typiquement, il va garder les choses dans un buffer. Et puis, dans le cas de TCP, en fait, on va arrêter de lire depuis le buffer. Et puis le buffer TCP, comme on l'a vu avant, il va se remplir. Et puis, quand il va se remplir, le serveur, il va dire au client, le receiver, il va dire au sender, moi, je ne peux plus rien accepter. Et puis, de l'autre côté, lui, il va recevoir cette back pressure. Par ce signal, il va se propager. De l'autre côté, l'autre, soit il implémente bien la back pressure et puis il va s'arrêter de produire aussi, ou ça, c'est lui qui bufferise et c'est lui qui va cracher. Mais on s'en fout, nous, on a résolu le problème chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un WriteQFull? On pose la request. Et donc, à ce moment-là, en fait, effectivement, c'est génial. Par contre, comment est-ce il nous faut un mécanisme maintenant pour faire l'inverse, c'est-à-dire à partir du moment où le buffer va être ici, on va pouvoir écrire, on puisse faire un resume sur la request en fait. Et donc effectivement, sur la S3 request, on a ce qu'on appelle le drain handler. Et le drain handler, il est appelé quand le buffer est vide. Alors en fait, c'est pas vrai, il n'est pas appelé quand le buffer est vide, il est appelé quand il est à moitié vide. Comme ça, on est plus efficace. Parce que si on attendait que c'était vide, ce serait moins efficace. Et donc voilà, et donc quand mon drain handler est appelé, qu'est-ce que je fais? J'appelle socket resume. Alors ça doit être request là. Je me mets des notes pour plus tard, pour corriger pour mes slides pour Devox.
Donc là, j'ai mon drain, mon event en fait. Mon event, ça va être le drain en fait. Et donc là, je mets mon drain handler, je résume. Et puis quand je résume, lui, il va pouvoir continuer à m'envoyer reprendre l'émission de buffer et puis potentiellement envoyer des trames d'acquittement, des messages d'acquittement à l'autre côté pour lui dire voilà, ma fenêtre maintenant, elle s'est libérée, tu peux écrire dedans. Donc voilà, donc là, simplement le read stream en Vertex, c'est ça, c'est ces interfaces, c'est ces 4 callbacks là. Alors vous n'avez pas à les implémenter en général. Vous pouvez soit les utiliser directement, comme on a vu là. Et ça, c'est le write stream. Donc voilà. Et en fait, comme c'est un idiome qui revient souvent, en fait, on l'a encapsulé dans un objet qui s'appelle le pump, donc où on donne simplement un read stream et un write stream. On fait start, et puis le read stream, la pump, elle gère en place la mise en place du mécanisme qu'on a vu à base de drain, de resume, de pause. Cette petite danse, ce petit protocole de communication qui permet d'interaction qui permet de propager la back pressure. Et puis dans le end handler, on ferait un pump stop, et puis on finirait la request. S3. Donc voilà, donc nous ce qu'on fournit en Vertex, c'est une back pressure unifiée. Donc effectivement, on a vu que la back pressure arrive dans TCP, mais elle arrive dans tous les autres systèmes. Et donc nous ce qu'on vous fournit dans l'écosystème, c'est en fait c'est qu'on vous garantit que vous utilisiez une requête HTTP par exemple et un client Kafka ou du MongoDB GridFS. Et en fait on va vous garantir que tout ça marche ensemble en fait. Donc ça va être ça en partie une des valeurs ajoutées, c'est que vous gérez des systèmes asynchrones réactifs et en plus toutes ces back pressure, cette gestion va se passer facilement pour vous. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Ça c'est au cas où vous voudriez implémenter vos propres streams parce que vous auriez votre système que vous voulez intégrer. Vous pouvez le faire. Vous devez faire attention à quoi? Au threading model, au modèle de back pressure que vous avez. Typiquement, par exemple, quand on a implémenté ça pour Kafka, pour Kafka, c'est par exemple pour le producer, Kafka, quand on envoie un message, on reçoit un callback quand le message a été envoyé. Donc ça nous a permis de gérer une fenêtre et de savoir combien de messages avaient été envoyés. Et puis quand c'est plein, le write stream, il disait write you full. Et puis quand on recevait l'acquittement de ça, on appelait le drain handler qui était fait. Et typiquement dans le consumer, c'est plus facile. Le consumer, on s'arrête juste de lire dans Kafka. On arrête de faire un read. Donc quand on faisait le read stream, s'il est posé, on arrête de lire. Et puis si on résume, on se remet à lire et puis à envoyer dans l'autre sens. Donc les choses, implémentation de checklist, si jamais vous voulez le faire, l'important c'est de respecter l'event loop. Effectivement, quand on accède à des systèmes externes, typiquement le callback du système externe peut ne pas être sur le thread de vertex de l'event loop, typiquement avec Kafka. Quand vous faites un write, quand vous avez le callback, le callback est fait sur le thread de I/O de Kafka. Donc à ce moment-là, il faut faire attention à bien renvoyer le message et à faire le callback si on a un à faire, par exemple sur le drain handler, à le faire sur le thread de l'event loop de Vertex. Donc vous devez savoir quels threads font quelles interactions, c'est très important. Est-ce que c'est des interactions bloquantes ou pas? Donc si elles sont bloquantes ou pas, on fera de manière différente. Donc si ce n'est pas bloquant, vous pourriez utiliser le thread de Vertex, sinon vous devriez plutôt utiliser un thread dédié à ça. Et est-ce qu'il y a des callbacks? Oui, sur quel thread? Et puis revenir sur le bon thread, voilà. Donc ça, je doute que vous le fassiez, mais c'est dans mes slides. Donc voilà, notre valeur ajoutée, c'est on fournit un modèle unifié pour intégrer tous ces streams back pressurisés en fait. Et au final, le but, c'est pouvoir encore gérer une forte concurrence, gérer beaucoup de clients, et sans faire exploser la mémoire. Et ça, c'est très important, surtout comme pour des back-end ou pour des clients qui sont lents, qui vont avoir tendance qui vont pas être fiables. En mobile, si vous envoyez des données, faites du push, ça peut mettre du temps à partir. Et après, il y a une chose intéressante aussi dans l'écosystème Java qui s'appelle ReactiveStream, qui est alors je ne sais pas qui connaît ici ça. Ça me fait mal ça.
ReactiveStream, c'est un peu une spécification pour implémenter, pour définir les interactions entre un producteur et un subscriber, en fait, un publisher et un subscriber. Et donc Vertex implémente cette spécification et permet le but, c'est l'interopérabilité, en fait. J'utilise Vertex, j'utilise un autre librairie qui implémente ReactiveStreams, typiquement, par exemple, AK implémente ça. Et ben, je peux prendre AK et Vertex et propager la backpressure de l'un à l'autre grâce à ReactiveStreams. Voilà. Et dans Java 9, ça va arriver. En fait, les interfaces ReactiveStreams sont assez simples, il y en a 4. Elles ont été mises dans Java 9 sous le nom de Flow. Voilà. Donc, c'est pas pour ça, c'est pas les flows, c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour dans 5 ou 10 ans, mais ça montre aussi que dans le JDK, il se soucie de cet aspect asynchrone parce qu'il est important. Et si vous regardez l'évolution, par exemple, des spécifications comme JAX-RS, JAX-RS va aussi aller vers ce genre de choses. Alors, on ne dit pas qu'on en a besoin tout le temps, mais dans certains cas, c'est bien pratique. Voilà, dernier point sur les serveurs HTTP et en général de Vertex, à savoir comment est-ce qu'on scale des serveurs. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait déployer plusieurs instances d'un vertical. Donc là, c'était sur les event bus. Alors, quand on déploie, effectivement, quand le même code se démarre dans les event bus et qu'on enregistre un handler, comme on a fait, en fait, il va y avoir plusieurs handlers qui vont être enregistrés. Et Vertex, lui, ce qu'il va faire, c'est quand il va envoyer un message, il va faire du round robin entre tous ces handlers, il ne va pas en choisir un, donc pour pouvoir distribuer la charge. Et là, c'est la même chose, en fait, quand on déploie plusieurs fois le serveur sur le même port, en interne, en fait, on démarre vraiment qu'un serveur HTTP, bien sûr. C'est pas magique. Par contre, ce qui se passe, c'est que les nouvelles instances qui sont créées, le handler de ces instances, il va être ajouté. Et plutôt que de gérer un handler, on va gérer aussi, là encore, une liste de handlers. Et quand on va recevoir des requêtes, enfin, pas des requêtes, mais des connexions, on va distribuer ces connexions en round robin sur les différents handlers. Donc, si effectivement, on a une application qui demande beaucoup comment dire, qui va avoir beaucoup d'acceptance de requêtes, à ce moment-là, ça peut être intéressant de scaler ça comme on veut, sur le nombre sur le serveur HTTP. Voilà, donc ça fait voilà, magnifique dessin. Regardez, stylé, c'est du pop art moderne. Vous avez vu ça? Donc, ça me permet de répartir mes connexions sur les event loops. Ouais, vous avez des questions pour cette partie? Non? Oui? Alors, il y en a au moins 2. Alors, oui. Alors, la question, c'est la back pressure sur les event bus. Alors, c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question de ça. En fait, en réalité, il n'y a jamais personne qui s'est plaint. On ne l'implémente pas, mais il n'y a jamais personne qui s'en est plaint, en fait. Et on y a beaucoup réfléchi philosophiquement, tout ça. Et en fait, pour nous, un événement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas stopper. Donc les événements, ils ne vont pas s'arrêter. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est un protocole. Quand vous utilisez Event Bus, vous-même implémentez la back pressure sur les Event Bus. Donc avec une notion de crédit ou pas. Et là, si vous regardez la mailing list Vertex Dev, on a commencé un thread. Enfin, c'est moi qui l'ai commencé. Il n'y a personne qui a répondu pour l'instant. C'était il y a 3 jours. Hein. Je m'emmerdais. On a cette idée qui nous trotte dans la tête depuis longtemps. Et l'idée, c'est de ne pas faire la back pressure dans les Event Bus, parce que ça le complexifierait, parce que de toute façon, c'est pas possible. Parce que notre ressenti, c'est que dès qu'on veut faire de la back pressure, en fait, dans les Event Bus, ne permet pas d'identifier celui qui envoie et celui qui reçoit. C'est ça qui est important. Et dès qu'on fait de la back pressure, il faut pouvoir identifier celui qui envoie et celui qui reçoit. Il faut créer une relation entre ces deux entités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les Event Bus pour faire la négociation juste avec une requête et une réponse pour créer un stream. Et après, on peut utiliser les Event Bus pour faire l'échange de données. Typiquement, c'est assez simple. Hein. Je veux créer une relation, je veux créer un stream sur une adresse Toto. Et bien, j'envoie un message à Toto en disant, voilà, je veux créer un stream. Et j'attends une réponse. Et en même temps, quand je crée ce stream, par défaut, moi-même, je vais mettre, imaginons que moi, je veux recevoir des données de Toto, publish subscribe, un peu comme ReactiveStreams. À ce moment-là, j'enregistre un handler sur les Event Bus avec un UUID, un ID unique. Donc j'ai mon handler qui est là, qui est enregistré,
Et j'envoie à Toto, voilà, ça c'est l'ID où tu vas pouvoir m'envoyer des données, puis je t'envoie des paramètres en plus, parce qu'il y a des paramètres forcément, sinon ça serait pas marrant. Et lui, à partir de ce moment-là, il va utiliser cette adresse et m'envoyer des messages un par un en fait. Donc ça aujourd'hui, c'est ultra simple à mettre en place. Mais rien qu'avec ça, déjà, on peut créer une relation entre les deux. Et après, ce qu'on peut faire, c'est comme ils sont en relation, et bien en fait, ce qu'on peut dire, c'est voilà, je veux bien que tu m'envoies au plus 1000 messages au départ qu'on lui envoie, un peu comme dans TCP. Hein. Et puis quand j'en suis à 500, ben, lui, il a envoyé 500. Ben, c'est un peu comme Reactive Streams aussi. C'est à ce moment-là, ben, moi, j'ai 500, j'ai pu consommer 500, donc mon buffer, il est vide. Ben, tu peux m'en renvoyer 500, en fait. Donc, simplement, comme ça, en se basant sur les ventes bus, sans le complexifier, on peut implémenter ce genre de choses. Donc, on part plutôt dans ces idées-là. Et dans Vertex, si vous connaissez un peu Vertex, on a une notion de service proxy. Et service proxy, en gros, c'est une sorte de protocole. Alors, c'est pas vraiment un protocole, c'est basé sur les ventes bus. Mais on utilise plutôt que d'envoyer des messages, on utilise des interfaces Java qui sont des sortes de proxy qui vont passer par les ventes bus. Donc, ce qui permet de faire du RPC asynchrone, un peu comme gRPC, si vous connaissez gRPC. Et donc, on s'est dit aussi que cette notion de stream, de négociation de stream, de médiation, c'est un peu une extension de ce protocole-là qu'on a dans les services proxies. Donc l'idée, c'est on va fournir une brique pour pouvoir établir, négocier des streams back pressurisés basés sur les ventes bus. Et en plus, ces streams-là back pressurisés, enfin dans l'idée, hein, maintenant c'est juste une discussion qui a commencé, en fait, dans mon service proxy, quand je vais créer mon service, je vais pouvoir renvoyer un read stream. Et ce read stream, il va être géré en place par le service proxy pour le streamer en utilisant ce mécanisme-là par-dessus les ventes bus, en fait. Voilà, c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée qu'on a. Enfin, que j'ai moi, mais c'est un peu collectif. Vous voyez, on converge. Bon, maintenant, vous pouvez mal abattre mon idée, aller sur VRTZ, me dire c'est n'importe quoi, ça marche pas. Une autre question? Non, c'est un client S3 qui... Alors voilà, j'ai parlé de Vertex. Alors les choses importantes que j'aimerais te dire, c'est que déjà c'est un projet Eclipse, c'est Eclipse Vertex. Donc c'est un projet qui est indépendant. C'est-à-dire, moi je travaille pour Red Hat. Le projet a été commencé à Pivotal. Et aujourd'hui, effectivement, Red Hat paye 4 personnes pour contribuer dessus à plein temps, plus ou moins. Mais on a beaucoup de contributeurs qui ne sont pas des gens de Red Hat. Donc c'est vraiment un projet qui est plus indépendant que, par exemple, des projets qui seraient plus labellés Red Hat, en fait. Par exemple, tout ce qui est Scala, nous, clairement, dans la core team, on appelle ça comme ça, bon, c'est un peu pompeux, on connaît un petit peu Scala, mais rajouter un langage à Vertex, c'est pas simple. Alors, forcément, c'est pas simple, puisqu'il y a tous les problèmes de comment je gère l'impédance entre un langage et Java. Avec certains langages, c'est facile, Groovy, des langages qui sont, on va dire, qui ont une très bonne interopérabilité avec Java, mais par exemple avec JavaScript ou Ruby, c'est clairement pas la même chose. Donc bon, là je ferme la parenthèse, sinon on va finir à minuit. Et voilà, donc Joshan qui a contribué à Scala, il est venu, nous on n'est pas venu le chercher, il a dit moi, voilà, lui son use case, c'est moi je fais du Spark. Quand on fait du Spark, faire du Java c'est nul. Scala c'est bien, moi j'aime bien Scala, par contre utiliser les briques HTTP fournies par TypeSafe pour faire du HTTP, j'aime pas. J'aime bien Vertex, je connais déjà, c'est plus simple. Donc je veux pouvoir faire du Scala avec Vertex et faire du Spark avec. Voilà. Donc ça, c'était son use case. Le support Kotlin, alors, il est assez léger, le support Kotlin, parce que Kotlin a une très bonne interop avec Java. Mais ça a été fait par les gens de JetBrains qui étaient intéressés. Voilà. Après, j'ai d'autres exemples. Alors, on a d'autres exemples de contributions dans Vertex qui sont faites par des gens de Red Hat, mais qui ne sont pas dans notre team. Typiquement, il y a un effort qui s'appelle Messaging as a Service. Le but, c'est de mettre le messaging dans le cloud. Et eux, typiquement, ils utilisent des choses comme MQP, MQTT, ce genre de choses. Et donc, on a des contributeurs de Red Hat, mais qui ne sont pas de la core team, qui développent le MQTT server ou les parties MQP. Voilà. Après, au sein même de la fondation Eclipse, des projets aujourd'hui comme Eclipse Ono, qui est un projet IoT, utilisent les briques MQP et se basent vraiment sur Vertex. Donc ils utilisent Vertex pour le projet, ils utilisent les briques MQP, MQTT, ce genre de choses. Donc clairement, depuis la version 3.4,
avec AMQP, MQTT, Vertex a fait et sa facilité d'être embarqué facilement a mis un pas un peu plus large qu'avant dans l'IoT, par exemple. Donc voilà, et donc pour dire... c'était quoi la question, en fait? Ouais. Voilà, donc, et tout ça pour dire qu'en fait, au final, Vertex, depuis le début, a une très grosse communauté de gens qui l'utilisent soit pour développer des solutions compliquées par-dessus, enfin compliquées, je ne vais pas dire compliquées, complètes par-dessus, ou développent des petites briques. Par exemple, voilà, le S3. Après, il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on met, nous, dans la stack et qu'est-ce qu'on ne met pas, en fait. Et ça serait tentant de tout mettre, mais on ne peut pas tout mettre parce qu'après, il faut le supporter, en fait, voilà. Et le supporter, c'est compliqué. Quand on dit le supporter, c'est-à-dire nous, quand on fait une release de Vertex 3.4, voilà, on s'engage que tous les modules qu'on supporte, ils marchent plus ou moins ensemble. Quand je dis plus ou moins, c'est à moduler les problèmes de class loading. On a des modules qui ont des dépendances qui ont des fois des dépendances un peu incompatibles. Et ça, typiquement, c'est pas de notre faute. On va pas le résoudre. Donc voilà. Et donc Vertex Awesome, c'est un site web qu'on a qui liste normalement toutes les contributions de la communauté, en fait. Donc vous-même, si vous contribuez quelque chose, vous pouvez l'enregistrer là, faire une pull request. C'est juste un fichier README en ASCII Doctor, en Markdown, où il y a des listes. Il n'y a pas que Vertex Awesome qui existe. Il y en a beaucoup. Il y a Reactive Awesome, Java Awesome, Whatever Awesome. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Non, pas des petites données, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah oui, alors la question, c'est est-ce que je recommence d'envoyer de la donnée sur les Vanbus? Je le décommande pas. Par contre, je dis de faire attention à deux choses. La première, c'est de ne pas envoyer des gros blobs de données, parce que l'Eventbus ne va pas fragmenter les paquets. Comme j'ai dit, l'Eventbus est simple. Si vous regardez le code de l'Eventbus, c'est 3 ou 4 classes Java, et vous pouvez tous le comprendre. C'est très facile. Qu'est-ce que c'est l'Eventbus? C'est simplement de l'échange de messages entre event loop ou système distribué avec une NetSocket. Et ça utilise des SPCQ, c'est assez simple. Et la grosse valeur ajoutée de l'Eventbus, attention, hein, vous allez avoir peur, c'est qu'on fournit une hashmap, voilà, où on dit si on enregistre un handler Toto, et ben en fait, on va enregistrer le handler. Et puis quand on envoie un message de Toto en local, on va faire un lookup dans la hashmap qui donne la topologie en fait. Et on va voir qu'il y a un handler pour Toto. Et ben on va prendre le message puis on va lui envoyer sur son event loop. Donc on passe un message d'un thread à un autre. Voilà. C'est méchant. Hein. Après quand c'est en distribué, on a la topologie distribuée. Ça utilise des sockets, des simples net sockets pour envoyer des messages entre tous les différents peers et ça c'est simple. Et donc tout ça pour revenir. Donc c'est simple. Et je suis encore parti dans les trucs là. Et en fait, on ne fait pas de fragmentation. Donc si tu envoies un gros message de 2 mégas, et bien en fait, il ne va pas être fragmenté, il va être envoyé. Et le problème, c'est qu'on va typiquement entrer dans des problèmes de head-of-line blocking là. C'est-à-dire que ton message, comme il va être gros, il peut potentiellement utiliser de la bande. S'il est très gros, utiliser la bande passante. Et donc, voilà, si sur 10 mégas de données, là où tu aurais pu envoyer n messages de petite taille, et ben, si tu envoies un message de grosse taille et que tu en envoies plusieurs, ça va clairement être un problème. Donc, dans ce truc dont on parlait avant, de protocole négociation simple de stream, là, il y a deux idées. C'est quand on négocie un stream, les deux parties qui utilisent les Eventbus pour communiquer peuvent elles-mêmes faire la fragmentation. Ça, c'est pas gênant, c'est un peu complexe, mais c'est en dehors de l'Eventbus, c'est une couche par-dessus. Donc, celui qui n'utilise pas l'Eventbus, qui n'utilise pas la partie stream, il ne le verra jamais, et donc ça l'embêtera pas. Et celui qui le veut, il le peut. Et après, il y aurait l'idée, effectivement, dans cette chose-là, d'utiliser un autre médium de transport. C'est-à-dire l'Eventbus ne sert que de négociation. C'est-à-dire j'envoie juste un message, je dis voilà, moi je t'envoie une adresse, le médium c'est l'Eventbus, cette adresse-là, c'est ce que j'avais dit au départ. Mais ça pourrait être, j'ai un serveur en local qui existe, voici le port et l'adresse, tu te connectes à ce truc-là et tu viens chercher le fichier ou je te l'envoie sur ton truc. Ou ça pourrait être l'inverse, je me connecte, lui il dit non mais plutôt que d'utiliser ça, on utilise ce serveur-là et quand il reçoit la réponse, il ouvre une socket, s'il a le bon transport associé, il va se connecter et envoyer le truc.
Voilà. Pardon? Ah bah non, pas forcément. Ah, si c'est en local, on pourrait faire directement du message passing d'event loop à event loop en fait. Tout simplement. On pourrait faire des trucs comme ça. Là, c'est plus si c'est en remote, ouais. Bah en fait, ça dépend du protocole. Si tu as les deux peers qui sont là, et si moi je vais établir un stream de lui à lui, on pourrait imaginer que soit lui un serveur TCP ou HTTP ou WebSocket qui existe, et donc on utilise ce serveur-là ou l'inverse en fait. Et là, on va le faire assez simplement, c'est-à-dire que quand tu vas configurer tes streams, tu vas dire lui, il s'apprête, il veut utiliser tel transport et tel transport. On aura peut-être un peu de négociation. Par contre, ce qu'on ne va pas gérer dans Vertex, et ce qu'on ne veut pas, c'est tout ce qui est scaling et autoscaling de ce genre de choses en fait. On laisse plutôt à des infrastructures comme Kubernetes pour le gérer. Et les gens vont peut-être builder souvent les gens créent des choses par-dessus Vertex et typiquement c'est le genre de choses qu'ils pourraient faire. Une autre question? Non? Vous en voulez encore ou on va faire... Ah, une question. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est pas magique, ouais. Ouais. Alors la confusion c'est, voilà, on dit que Vertex utilise des threads event loop, et pourtant quand je fais un main, c'est un thread qui vient de la JVM en fait. Donc le mieux c'est de montrer un petit exemple rapidement. Voilà, donc j'avais mon code qui était ici, donc là j'ai plus rien qui tourne je pense. Là j'ai mon Hello World, on va prendre le greeting server qui lui existe. Et puis imaginons que je veuille lancer ça maintenant sans le CLI. Donc je fais un public static void. Là, qu'est-ce que je ferai? Je crée un objet vertex. Donc vous voyez, là je fais vertex deploy Alors je pourrais même pas faire, je vais même faire mieux. Je vais pas déployer le vertical, je vais carrément prendre ce code-là et le copier-coller et le mettre là. Voilà. Et donc quand on fait ça, là le thread qui est là, effectivement, c'est un main. Par contre, quand on a un callback ici, ça va être une event loop qui va être, ça va être une event loop du serveur HTTP. Donc effectivement, si j'échange de l'état entre... imaginons par exemple que je veuille changer, ici j'ai une liste de strings, et que je fais des choses dedans et que je l'accède depuis ce thread-là, et puis depuis l'intérieur du bloc, à ce moment-là, il faudrait un peu de synchronisation pour que les choses se passent bien. Bon, après, en pratique, si c'est pas fait souvent, ça va. Non, il ne faut pas le faire. Donc voilà, ouais. Ça clarifie ou pas? Dans Vertex 2, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'autorisait pas à appeler toutes ces choses depuis des mains, en fait. Et puis on s'est aperçu qu'on pouvait, en fait, que c'était pas obligé d'avoir un Vertex thread qui accède à certaines parties de Vertex, comme créer un serveur HTTP, le lancer, ce genre de choses. Ou même le HTTP client, je pourrais utiliser le HTTP client, le web client directement là, et faire une requête HTTP à ce même serveur. Là, je fais ma requête HTTP qui était dans le greeting service. Voilà, je le prends, je le copie-colle et je pourrais le mettre là en fait. Par contre, la chose à laquelle il faudrait absolument que je fasse attention, et ça c'est un peu quand on programme en asynchrone, c'est qu'il faudrait que je m'assure que le serveur démarre très rapidement, hein, comme on est dans Vertex, on ne fait pas d'injection de dépendance, donc on ne fait pas de class path scanning. Donc typiquement, quand on démarre un serveur HTTP, si vous le faites dans vos tests, vous pouvez démarrer un serveur HTTP par test et le shutdown par test, vos tests iront quand même très très vite. Et donc oui, là, la chose qu'il faut faire attention, c'est ici, il faudrait mettre un callback. Quand on fait un listen, effectivement, là, on suppose que le listen va marcher, mais on peut avoir un callback pour savoir si ça a marché ou pas. Et quand ça a marché, à ce moment-là, faire que ce thread continue, en fait. Donc, typiquement, dans un test unitaire, on ferait, ou dans un petit mail, on ferait comme ça. Et puis là, une manière de faire, par exemple, c'est d'utiliser un countdown latch ou un completable future de Java, qui est même mieux des fois, souvent. Là, on peut faire un latch countdown. Donc là, et là, je fais un latch await.
Et on va attendre 10 secondes, ce qui est beaucoup. Et donc là, dans ce cas-là, Vertex va démarrer ça sur une event loop. Quand le serveur va démarrer, il va faire un rappel à ça. Il va débloquer le latch et le thread main, il va attendre ici jusqu'à ce que le latch soit débloqué et après faire la requête HTTP en fait. Voilà. Est-ce que ça clarifie la chose? Voilà, oui, exactement. À partir du moment où je suis là, en fait, là je suis dans l'event loop. Oui, il y a un thread de Vertex qui fait que ça. Et par contre, quand je mets mon timer, ici, le callback que je vais avoir ici, ça va être sur la même event loop et le même thread. Donc on donne ça. C'est pour ça que quand on parle d'écosystème, si maintenant j'utilisais la brique S3, quand j'ai le callback de S3, ça va être sur la même event loop. Voilà. Là, par contre, à partir de ce moment-là, là, ça pourrait être une event loop différente quand on utilise là, en fait. Enfin, ça va même probablement être une event loop différente. Après, il y a souvent la question, est-ce qu'on a une infinité d'event loops comme ça? Parce qu'on en crée plusieurs. Et ça, c'est un point à préciser, c'est qu'on a un nombre d'event loops qui est 2 fois le nombre de corps par défaut. Et quand on a besoin d'une event loop, on prend la première dans la liste, et après on prend la deuxième, la troisième, la quatrième, et puis quand on arrive au bout, on repart au début, en fait. Donc il n'y en a pas une infinité. Sinon, ça tue un peu le but. Non, non, c'est vraiment qu'un thread. Ouais, c'est un seul thread. Techniquement, c'est un seul thread. C'est pour ça que c'est un thread. En fait, c'est un thread qui va y avoir une queue d'événements. C'est un thread qui va dire est-ce qu'il y a un événement dans la queue? Oui, s'il y est, ben, on l'exécute. Voilà. Et tant qu'il y en a un, s'il n'y en a pas, ben, je dors un peu parce que je ne vais pas consommer du CPU à rien faire. Et puis, à un moment donné, il va se réveiller quelques millisecondes après, puis, ou quelques, c'est configurable, et puis il va continuer. Non, non, il n'y a pas de, ça, c'est comme dans votre application Java. Quand vous faites votre application Java, vous n'avez pas de détails faciles. Peut-être qu'un éditeur de code pourrait vous sortir ce genre de statistiques. Vous avez d'autres questions? Oui. Mhm. Mais c'est possible d'avoir 2 verticals qui utilisent la même event loop. Alors la question, c'est il commence à avoir beaucoup d'event loops. Voilà, et après, si vous avez besoin de... Soit vous achetez une plus grosse machine et vous scalez verticalement, ou soit vous distribuez et vous scalez horizontalement. Oui, c'est les métriques qui permettent d'avoir du feedback, bien sûr. Bien sûr, il faut définir comme dans la plupart des choses, définir vos métriques, ce que vous attendez, vos expectations, et puis après, voir en fonction de ça. Après, c'est un peu aussi la promesse du cloud de pouvoir magiquement gérer des nouvelles instances. Ouais, voilà. Après, il ne faut pas tomber dans le truc où je fais tout trop petit. Voilà, c'est comme tout, hein. C'est le bon sens après. L'expérience. Bon, là, j'ai 3 millions de verticals, il y a un problème. Une autre question? Non? J'ai d'autres slides derrière, hein. Mais je ne suis pas obligé d'en parler, c'est comme vous voulez. Ah, il est 8h30, ça va. Les restaurants de sushi ne sont pas encore fermés. Moi, c'est ma passion, les sushis, hein, je vous le dis. Voilà. Et je sais qu'on est Opéra, je sais qu'il y a le quartier qui est pas loin, là, vers là-bas. Le Yamamoto. C'est le restaurant du cousin du mec du restaurant de sushi où je vais à Marseille. C'est vrai, hein? Demandez à Nicolas Martignol, il connaît. Demandez à Gildas Cuisinier, il connaît aussi. Voilà, donc
Donc j'ai aussi un talk que j'ai donné récemment sur HTTP2 à Devox US et que je vais redonner sur une version revampée dans une conf qui s'appelle le Riviera Dev, qui est au mois de mai. Je fais de la pub pour eux d'ailleurs. Donc c'est une conf à Nice le 11 et 12 mai qui s'appelle le Riviera Dev. Je peux faire de la pub, c'est bon? Enfin, je pense que personne ne va y aller, mais bon, si les gens voient. C'est une super conf en fait. Hein. Voilà, imaginez, vous êtes à une conf et puis il y a le ciel bleu, les oiseaux, la mer, les embruns. Et c'est à Nice, donc avec, comment ça s'appelle ce truc là? EasyJet, c'est pas cher. Vous payez l'hôtel. Et la conf elle-même est pas chère, le billet est à 30 ou 40, peut-être 50 € maintenant pour 2 jours. Donc c'est vraiment sympa. Moi j'y serai en tout cas, et donc je vais parler de HTTP2, des microservices haute performance avec HTTP2 et gRPC. Voilà. Et c'est un peu ce que j'avais dit un peu dans l'abstract, on va parler un peu de ça. Voilà. Cette conférence, en fait c'est assez simple. Hein. C'est venu après des réflexions avec Raphaël qui est ici, où l'année dernière on a beaucoup échangé sur le sujet, HTTP1, HTTP2, je ne sais plus comment est-ce qu'on était arrivé à en discuter. Et puis voilà, donc voilà, donc HTTP2 Refresher. Qui connaît HTTP2 ici? Qui ne connaît pas? Qui connaît vraiment rien du tout à HTTP2? Qui connaît tout et c'est un king de HTTP2? Qui en a rien à foutre de HTTP2? Bon voilà, donc moi je suis pas... Voilà, on va se concentrer sur l'essentiel, voilà. Après il y a les sushis. Donc en fait, effectivement, avant j'ai tout un truc de slide, mais je les ai enlevés, qui parle des performances dans le navigateur, parce que HTTP2 au départ était fait pour les performances dans le navigateur. On connaît tous les problèmes de performance des navigateurs. En fait, HTTP1 utilise mal TCP. Voilà, c'est le constat de base, c'est ça. Et donc, pour arriver à résoudre ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait les navigateurs? Ils créent plusieurs connexions. Ils créent jusqu'à 6 connexions. Et puis, quand c'est pas assez, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du domain sharding. Donc, on fait des connexions par domaine. Puis quand c'est pas assez, on utilise des CDN, des stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Et en fait, aujourd'hui, avec HTTP1, les performances sont bonnes quand vous utilisez des sites web. Hein. Elles sont pas mauvaises. Les sites web, par contre, deviennent de plus en plus compliqués. Et puis après, il y a le hack ultime qui est la concaténation de sprites, la concaténation de JavaScript dans un même fichier, ce genre de choses. Tout ça, c'est des stratégies vraiment pour gagner encore un peu. Et il faut vraiment gagner de la performance. Et à un moment donné, on ne peut plus gagner parce que, en fait, effectivement, le constat, c'est que le problème numéro 1 de la performance sur Internet, c'est la latence entre deux sites. Voilà. On utilise TCP. TCP, c'est un protocole fiable. Et TCP, effectivement, pour envoyer plein de données comme UDP, paf, je t'envoie tout. Mais le problème, c'est que TCP doit garantir l'ordre. Et puis, de ne pas en oublier aussi. Donc, l'autre en face, il gère une fenêtre, voilà, la fameuse fenêtre TCP dont on a vu avant. Et puis, moi, effectivement, je pourrais lui envoyer plein de données, mais ça ne sert à rien de lui envoyer plein de données si lui, de l'autre, en face, il ne les consomme pas. Hein. Je les enverrai dans le vide. De toute façon, TCP va demander de les renvoyer, donc je ne vais pas les envoyer. Donc, il y a cette back pressure un peu, c'est un mix, parce que, qui nous limite dans l'échange de données, en fait. Cette back pressure qui nous sauvegarde, qui en fait dit, tout le monde pense back pressure, c'est génial, je vais avoir des meilleures performances. Et ben non, c'est faux. On va avoir des performances qui sont pires en fait, puisqu'on va envoyer moins vite les trucs. Et donc voilà quoi. C'est un peu l'histoire d'un protocole et d'un autre protocole. Effectivement, HTTP a été créé en 1993, 95, je sais plus. Normalement, j'ai un slide avec le premier site web, la première page web. Elle est formidable cette page parce qu'elle fait 2 kilooctets en fait. Puis si vous la compressez, elle fait 1 kilo. Et 1 kilo, elle rentre même dans une trame TCP en fait. C'est magique. Puis quand vous recevez la page, quand votre navigateur reçoit la page, dedans il n'y a rien, il n'y a aucun CSS, aucun JS, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y a même pas d'image. Donc en plus, la page, vous l'avez, et puis il n'y a rien d'autre à charger, c'est magique. Elle est là. Et en plus, c'est la même page depuis 30 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous l'aurez téléchargée il y a 30 ans, vous la reprenez aujourd'hui, vous avez la même version. Donc vous pouvez la cacher indéfiniment presque, cette page, tellement elle est historique. Et donc voilà. Et donc le but de HTTP2, c'est d'essayer d'utiliser mieux TCP en fait. Voilà, c'est ça l'histoire. Et pour ça, il y a 2 specs. Et le truc important pour vous, qu'il faut reconnaître, c'est si vous faites des applications REST,
bah, ça ne changera rien pour vous. Voilà. Vous faites des requêtes, des réponses. La seule chose qui va changer, c'est comment les données binaires vont être envoyées sur le réseau. Et donc on va en parler simplement, hein. Pas vous en entrer dans les détails. Par contre, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a deux saveurs du protocole HTTP. Il y a H2 et H2C. Donc H2, c'est la version avec TLS, SSL, celle dans un navigateur qui dit qu'aujourd'hui, tous les navigateurs aujourd'hui veulent faire que du H2, sécurisé. Et puis, il y a cette partie LPN qui est une partie de SSL qui permet de négocier si on veut utiliser du HTTP2 ou HTTP1. Et ça, c'est vraiment le truc qui, je ne vais pas dire de gros mots, mais qui nous embête, voilà. Parce que dans Java 8, en fait, on peut le faire, mais c'est compliqué. Dans Java 9, ça va le faire. Et puis, pendant ce temps-là, Oracle, il développe des trucs qui servent à rien au lieu de backporter ça, quoi. C'est un peu une rente. Et H2C, c'est la version clear text, sans SSL, tout ça. Mais qu'on réserve plutôt au serveur en général, ou pour faire des petits tests chez vous. Par contre, si vous essayez avec votre navigateur faire du H2C, il ne va pas vouloir. Alors peut-être qu'il y aura des extensions de Chrome pour le faire, je ne sais pas. Donc la première chose qui est importante avec HTTP2, c'est que HTTP2, c'est un protocole qui utilise comment on dit frame en français? Ça, je peux dire ça, oui. Les trames, oui. Parce que frame, c'est plutôt cadre. Les trames... Voilà, des trames qui sont codées en binaire et en single. Voilà, effectivement, là où avant, avec HTTP1, vous pouviez, voilà, je fais un petit telnet, je fais mon get à la main, ou je fais un petit TCP dump et je vois tout ce qui se passe. Nos problèmes, je vois tout ce qui se passe. Là, avec HTTP2, c'est plus dur, parce que tout va être encodé en binaire, parce que c'est plus efficace, parce que ça permet de faire facilement du framing, ce genre de choses, en fait. Et parmi toutes ces trames, alors il y en a pas mal. Il y en a certaines, voilà, le push, priority, ping, bon, ouais. Flow control, là-bas c'est la fameuse trame dont on parlait tout à l'heure, là, le flow control par stream. Le push, le fameux HTTP push, dont on nous dit ouais c'est génial, c'est magique. Bon, en fait c'est pas trop mal. Mais celles qui nous ont intéressé, voilà, c'est trois trames, c'est la settings, la header et la data. Donc celles qui permettent de faire des requêtes HTTP. Enfin les autres, elles sont utilisées aussi, mais... Et donc si on regarde un peu voilà ce qui se passe quand on crée une connexion HTTP, la première trame qui est envoyée en général par le client et le serveur, c'est une trame de settings. Et celle-là elle est assez importante en fait, parce que dedans elle définit un truc qui s'appelle la max concurrency, la max frame size. Donc en fait, chacun dit à l'autre comment il va pouvoir utiliser la connexion. Par exemple, max concurrency, ça va être, voilà, tu t'es connecté, je t'envoie ma trame, et ben max concurrency, c'est tu m'envoies pas plus de 10 requêtes en même temps, par exemple. Alors le défaut conseillé, c'est 100, ce que font certains sites. Donc voilà, donc ça, ce qui est intéressant là-dedans, et on va en reparler après, c'est en fait avec HTTP1, c'est vous en tant que client qui décidez la concurrence, enfin vous la décidez, la concurrence, comment vous allez accéder au site, enfin au serveur. Donc comme on dit le navigateur, s'il veut, il crée 6 connexions. Vous, quand vous êtes dans votre application qui accède au back-end, comme on a vu tout à l'heure, ben, par défaut, le client HTTP de Vertex, il a 5 connexions. Mais vous pouvez dire, voilà, j'utilise 5 connexions, j'en utilisais 20 parce que ça me donnait un meilleur débit. Parce que j'ai ce problème en HTTP1 qu'on dit de head offline blocking, qui font que je peux envoyer qu'une requête à la fois et avoir qu'une réponse. Et je peux envoyer une requête que quand j'aurai eu la réponse du premier. Donc ça va me limiter fortement dans le débit de mes requêtes. Donc on peut choisir la concurrence. Dans HTTP2, au contraire, le client va utiliser qu'une seule connexion. Par contre, c'est le serveur qui lui va dire, voilà, t'en fais pas plus de 10 ou 20 à la fois. Bon, après, on peut tricher. Hein, s'il me dit que 20, puis moi je vais en faire 40, j'ouvre 2 connexions comme avant. Je résous le problème. Les autres trames qu'on est, ben, voilà, là c'est simple, ça c'est la trame de... Quand on fait une requête HTTP simple, imaginons que mon navigateur fait une requête, il va envoyer juste cette trame-là. Bon, ça c'est ce qu'il envoie par défaut. Et puis ça, c'est ce qu'il envoie dans HTTP2. Donc pour le faire, ça j'ai utilisé Wireshark en fait. J'ai pris Wireshark et puis j'ai regardé, bon ça correspond à quoi, ça correspond à quoi. Puis après j'ai fait les correspondances de couleurs, vous voyez. C'est beau. Et surtout c'est pratique. Comme ça nous parle un plus. Donc si on regarde, voilà, effectivement, c'est un protocole qui est défini avec une spec qui dit, voilà, bah, les 6 premiers octets d'une trame, c'est la longueur de la trame. Après le type, voilà, donc ça c'est une trame de type header. Et puis après il y a des flags qui veulent dire des choses. Un stream ID, ça c'est important, c'est ce qui permet d'identifier, comme en multiplex, c'est ce qui permet d'identifier les requêtes et les réponses. Hein. Et puis là, ça c'est les headers encodés. Donc voilà, donc on voit par exemple que le get, c'est magique le get, quand il est encodé, c'est 1 octet. On est compte?
Si, tu peux. Si, tu peux. Après, si, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas restreint là-dedans. Par contre, index.html, bon, ça prend plus de place. Hein. Et puis, host, le header host, pareil, ça prend plus de place. Mais quand même, grâce à cet encodage binaire, ce compactage-là, un peu, on arrive à être deux fois plus petit. Et puis, si je fais une nouvelle requête, imaginons que je fasse maintenant, après index.html, j'appelle product.html. Bah là, mon get, il est toujours super petit. Mon product, il est toujours super grand, parce que j'ai dû l'encoder. Par contre, mon header host, lui, paf, il tombe à 1 octet. C'est magique. Et en fait, c'est un peu ce que fait HTTP2. En fait. Il garde un dictionnaire de ce qui a été changé jusqu'ici. Et puis, quand on réenchange les mêmes données, plutôt que de renvoyer ça, il fait une référence à ce dictionnaire, en fait, pour pouvoir être efficace. Parce qu'on s'est aperçu que souvent, quand on faisait des requêtes HTTP, souvent les headers se ressemblaient. Typiquement, mon navigateur, il va envoyer le même cookie, les mêmes accept headers, le même langage, enfin le même accept language et compagnie. Voilà. Pardon? Là, oui, ça c'est en HTTP1, ça c'est en HTTP2. Ah ouais, il faudrait peut-être... Alors, je peux améliorer mon slide. Hein, si tu n'as pas compris, ça veut dire qu'il faut que j'améliore. Et puis, ça, c'est la réponse. Alors, la réponse, c'est pareil, sauf que là, maintenant, on n'a plus qu'une trame, on en a deux. On a la trame de header, la même. Hein. Alors là, voilà, j'ai mis un peu de couleur. Et puis après, on a la trame de ce qu'on appelle la data frame. Donc ça, c'est les données. Et puis, on voit que ça ressemble plus ou moins au même truc. Hein. Là, on gagne pas énormément, là, en termes de performance. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est le même stream ID. Hein, pour que de l'autre côté, lui, puisse recoller les morceaux, en fait. Donc l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est, quand on fait des requêtes et des réponses, en fait, avant HTTP1, j'envoie une requête, j'envoie tout, j'attends ma réponse. Il n'y a pas d'identificateur, il n'y a rien, donc je pourrais pas m'amuser à envoyer je peux m'amuser à envoyer une autre requête, faire du pipelining. Par contre, si je fais du pipelining, les réponses doivent arriver dans le même ordre. Donc on a toujours des problèmes de blocage et ce genre de choses qu'on va voir après dans les performances. Et donc nous, on s'est aperçu que... Question? Ah, je sais pas. Ça m'intéresse pas. Alors si, ça m'intéresse. En fait, je sais pas. Il y a tellement de trucs à connaître que... Raphaël, peut-être qu'il sait, lui. Des datas dans les trames data. C'est du binaire. Voilà. En fait, c'est du binaire simplement parce qu'ici, on donne la longueur. Donc à partir du moment où tu donnes la longueur, ça c'est vraiment des bits qui vont sur la connexion. C'est pas du clear text. Bah si, HTTP1, oui. HTTP1, oui, en HTTP1, oui, tu prendrais pas. Bah oui, sinon tu prendrais plus. Oui. Bah sinon tu prendrais plus de place en HTTP1. Bah, ce que j'ai dit, on gagne pas grand-chose sur les datas. Donc on s'est aperçu qu'on pouvait faire des... Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation en back-end. Donc en fait, là, ce slide-là, quelqu'un va le reconnaître, hein, ici. Voilà, c'est un peu le slide que j'ai piqué à Raphaël parce qu'il était pas mal. Et donc en fait, on peut utiliser HTTP2 pour faire ce genre d'architecture un peu microservice, où typiquement on va avoir des gateways, des services. Et ça aussi, c'est un slide que je vais piquer. Donc voilà les contraintes un peu... donc l'utilisation d'HTTP2 dans une contrainte un peu type data center, comme il dit. Donc avec des réponses pas trop grosses, des temps de service entre 101, voilà, jusqu'en dessous de 200 millisecondes, et puis une grosse bande passante. Typiquement ici, la bande passante ne va jamais être le problème dans ce genre de test. Et donc j'ai fait un benchmark que j'ai écrit l'année dernière pour comparer HTTP2. En fait, je voulais voir un peu comment ça se comportait. Et le benchmark, pour ceux que ça intéresse, j'ai essayé de bien le faire, donc il est équitable. Il gère, pour les spécialistes, ce qu'on appelle la coordinated emission. Qui sait ici ce que c'est? Il y en a 2, 3, 4, super. Et voilà, donc grâce à ça, c'est bien. Hein, on compare HTTP1, HTTP2, parce que, et bloquant, non bloquant, voilà. Donc c'est ça, l'idée, c'est de montrer... Pour les... C'est-à-dire... Ah, c'est pas intéressant du tout. Hein.
Enfin, si c'est intéressant quand tu t'intéresses au benchmark. En gros, il y a beaucoup de benchmarks qui sont mal écrits. Parce qu'en fait, ils envoient plein de requêtes, et quand ils ont les réponses... Alors pourquoi exactement? En fait, alors je vais passer pour un clown là, si j'explique mal devant tous les mecs qui connaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va expliquer à ma place? J'ai du mal à expliquer. Mais l'idée, c'est souvent on a des benchmarks qui sont mal écrits parce qu'on mesure mal les requêtes et les réponses. Et on se concentre sur le throughput et pas sur les latences. Et des fois, souvent, on mesure mal les latences, en fait. Voilà. Parce qu'il va les envoyer plus tard, alors qu'il aurait dû les envoyer avant. C'est ça l'idée. Imagine par exemple, je dois envoyer 10 000 requêtes, et puis à la moitié du temps, au lieu d'en envoyer 5 000, j'ai pu en envoyer que 2 000. Et ben en fait, il te manque 3 000 requêtes. Et ces 3 000 requêtes, certains benchmarks vont les considérer comme bonnes parce qu'ils vont les envoyer après, alors qu'ils auraient dû les envoyer avant en fait. Tu vois, tu te dis, je dois faire 10 000 requêtes en 1 minute. À ce moment-là, c'est voilà. Et donc en fait, certains benchmarks prennent en compte ça. Maintenant, c'est de plus en plus répandu ce genre de choses en fait. Et si ça vous intéresse, il y a un talk qui est super, qui est fait par Gilles Tenney, qui s'appelle How to. Alors c'était un talk qui était à Devoxx il y a 3 ans. How to not measure latency, qui explique tout ça. Qui a un truc. Alors il y a la version 3 heures qui est passionnante si ça vous intéresse. C'est bon? Donc moi j'ai essayé, voilà, j'ai pris ça en compte parce que je voulais pas passer pour un clown et parce que c'est intéressant. Donc typiquement on va se retrouver dans ce genre de... Si on simplifie l'image d'avant, on se retrouve dans ce genre de choses. Donc moi j'ai fait des tests avec un client, un serveur, avec du 20 millisecondes en sync time et comparé HTTP1, HTTP2 et bloquant, non bloquant en fait. Voilà. Donc si on se met en HTTP1, on va typiquement avoir... Alors voilà, je vais expliquer d'abord mon graphe. Donc ça, c'est le nombre de requêtes planifiées que je veux faire par seconde. Donc par exemple, et ça, c'est le nombre de requêtes que j'ai pu faire dans mon benchmark, effectivement, en requêtes par seconde. Donc on voit que jusqu'à 400 requêtes par seconde, j'ai pu à peu près honorer toutes les requêtes que j'avais planifié de faire. Par contre, dès que je monte au-dessus, bah, j'ai un bottleneck qui fait que même si je veux faire 700 requêtes par seconde, j'ai pu vraiment en faire que 400 en fait. Et typiquement, si j'ai fait de la coordinated omission, j'aurais pas eu ce résultat. J'aurais pas eu ce résultat-là. J'aurais pu avoir un résultat qui aurait été bien meilleur, par exemple. Et là, en fait, c'est pas magique. Hein. On a un back-end de 20 millisecondes. Si vous connaissez un peu, faites un peu de logique. J'ai un back-end qui fait 20 millisecondes. Combien je peux faire de requêtes par seconde? Voilà, 50. Et comme j'ai 8 connexions, voilà, on peut faire maximum. Voilà, typiquement, voilà, sur un back-end de 20 millisecondes, si on a 8 connexions, on ne pourra jamais faire plus de 400 requêtes par seconde. C'est ce que ça dit. Donc, rien de surprenant en fait. La théorie, non, la pratique confirme expérience validée. Mythbuster. Et voilà, et donc ce qui se passe dans notre back-end, c'est ça en fait. On a ce fameux truc de head-of-line blocking, cet effet-là, qui dit que voilà, tant que j'ai pas envoyé la réponse, mon client il va rien pouvoir faire, pas envoyer une nouvelle requête, ce genre de choses. Et il va devoir attendre, donc c'est typiquement ce qui nous limite. Et donc grâce à HTTP2, en fait, effectivement avec une connexion, et là on a un max concurrent stream de 20, bon ça suffit en fait pour le truc. Là effectivement on voit que je peux aller facilement jusqu'à 1200 requêtes par seconde, finger in the nose, grâce à HTTP2 avec une connexion. Voilà. Donc clairement, la bottleneck qu'on avait, elle est dans le protocole en fait. Donc HTTP2 permet d'enlever cette bottleneck en fait et de simplifier. Effectivement, on avait dit effectivement dans ce cas-là, si je veux faire plus de requêtes par seconde, qu'est-ce que je dois faire en HTTP1 ? Hein ? Plus de connexions, voilà, c'est typiquement ce que les navigateurs font. Et donc la concurrence, elle est gérée par le client. Et là, dans ce cas-là, on a une connexion et on voit qu'on a une très bonne concurrence. Et j'en fais au plus 20 en même temps. Et là, par contre, la concurrence, elle n'est plus dans le protocole, enfin la bottleneck, et la concurrence est imposée par le serveur, en fait. Donc vous, quand vous allez faire des serveurs HTTP2, vous allez devoir consciencieusement mettre cette valeur-là à une bonne valeur,
parce qu'en gros, c'est une vanne, et si vous l'ouvrez trop, vous pouvez avoir trop de concurrence qui arrive. Donc vous pouvez la fermer, en fait. Oui, tu peux renvoyer des frames de settings, en fait. Par contre, c'est pas négocié, c'est imposé. C'est-à-dire, le client ne dit pas, moi, je voudrais en faire 5000, ah, mais je t'en file que 2000. Alors, ok, on se met d'accord à 3005. Je les ai vendus. Alors là, c'est 20, c'est 20. Et si tu envoies une de plus, moi, il ferme la connexion, l'autre. Il faut le savoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre runtime? Et ben, en fait, typiquement, voilà, on a ça qui arrive. Et donc, même si on attend 20 millisecondes, et bien ici, on va pouvoir avoir plusieurs requêtes en parallèle, en fait. On n'a plus ce head offline blocking, cet effet qui disparaît. Et donc voilà, si on parle en termes de server capacity planning, et ben en fait, on va devoir configurer le max concurrent stream à une bonne valeur, en fait. Et aussi bien gérer le nombre de la concurrence sur votre back-end, en fait. Donc si vous faites du HTTP2 à HTTP2, nos problèmes, c'est... Enfin, si, il faudrait quand même vérifier que les max concurrent stream que l'autre envoie, ils devraient matcher ce que moi je renvoie, en fait. Ou j'ouvre de plus de connexions. Par contre, si on est sur un truc où je fais du HTTP2 en entrée, mais que derrière, j'accède à un back-end par du HTTP1, clairement, on peut avoir un problème de bottleneck qui va se faire que j'aurai beaucoup de concurrence qui arrive dans le runtime, mais je ne pourrai pas gérer beaucoup de concurrence derrière. Donc il faudra prendre plutôt une valeur plutôt basse au niveau du max concurrent stream. Et surtout, ce qu'il faut, c'est voilà, éviter les thread pools. Et ce qu'on va voir, effectivement, si là j'ai du HTTP2 dans les deux cas, là, le thread pool, comme on va le voir, peut devenir mon bottleneck, en fait, puisque la concurrence va être limitée. Donc, typiquement, thread pool concurrency, c'est un peu ce qu'on a vu avant. Là, j'ai mon HTTP2 qui arrive multiplexé, plein de concurrence qui arrive. Et paf, par contre, je pars sur des worker threads, et ben, voilà, ce head offline blocking, tant que j'ai pas ma réponse de mon back-end, comme j'attends, en fait, eh ben, je peux renvoyer ma réponse et je peux traiter ma deuxième requête qu'à ce moment-là. Alors là, on n'aurait pas qu'un seul thread. Imaginons, c'est un serveur classique et je mets un thread pool de 200 connexions. Bah, voilà, 200 connexions, ça va peut-être marcher. Par contre, si vous mettez trop de max concurrent stream en entrée à tous vos clients, ils peuvent vous envoyer trop de requêtes et les requêtes vont typiquement s'accumuler et attendre un temps de service sur le thread pool. Donc là, un exemple typique avec un thread pool, eh ben, avec les mêmes benchmarks que j'avais avant, avec du HTTP2, j'ai plafonné en gros à voilà, jusqu'à 3000 à peu près, à 3000 requêtes par seconde. Parce que là, la bottleneck, c'était mon thread pool. Et donc là, ça en fait, ce schéma-là, celui que vous avez vu avant, il est inspiré de celui-là en fait. Je l'ai fait cet après-midi. Voilà, là, donc, grâce à la concurrence de l'event loop, on peut gérer facilement un back-end en multiplexant toutes ces connexions. De la même manière qu'HTTP2 multiplex, on multiplexe un peu tout sur tous les événements sur la même event loop, en fait. Et donc là, on voit qu'on peut, voilà, en thread pool et en non bloquant, on peut scaler beaucoup plus haut. Donc ça, c'était dans les tests que j'ai fait. Je suis monté à 5000 requêtes par seconde. Mais la chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que ça, c'était sur un seul thread, en fait. Là où avant, là, c'était mes deux sur un seul thread. Et là où avant, là, c'était une machine multicore. Avec multicore, je m'arrêtais ici. Avec un seul thread, donc avec un seul cœur, je montais à ce niveau-là, en fait. Et donc, si on part en multicore sur la fameuse multi-reactor de Vertex, là, j'ai pu monter beaucoup plus haut. Donc voilà mon histoire. Alors, une chose à connaître aussi, c'est j'ai pas donné de... Voilà, tous les gens qui font de la performance et qui sont sérieux vont me dire « Ouais, tu donnes des throughputs, mais tu donnes pas des latences. » Ça, c'est des slides que j'ai simplifiés pour simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Les latences, elles existent. Typiquement, elles n'étaient pas... En HTTP1, typiquement, effectivement, les latences étaient ça. Puis dès qu'on passait au-dessus de 400, baf, ça montait. Hein, ça, c'était magique. Donc, je ne vais pas en parler là, mais j'ai les latences où, si vous utilisez mon benchmark, vous pouvez reproduire vos propres résultats et observer les latences. Mais typiquement, le but, c'est pas de dire on a des latences, machin, ou de rentrer dans ce genre de choses. Le but, c'était vraiment de montrer la différence entre HTTP1 et HTTP2 en termes de débit, des latences et aussi entre bloquant et non bloquant, en fait. Là où le non bloquant était pertinent.
Ouais, alors ça, c'est un slide que j'aurais dû retoucher. Pourquoi est-ce qu'on est en dessous? C'est ça, hein? Alors pourquoi est-ce qu'elle ne suit pas? Parce qu'en fait, ici, mais c'est à cause du logiciel. Parce que ici, je passe de 0 à 1000, de 1000 à 3000. Et en fait, elle, j'aurais dû la dessiner comme ça, en fait. Et typiquement, il faudrait que je rajoute des... En fait, j'aurais dû faire mes résultats, pas de 2000 en 2000 à partir de 1000. J'aurais dû faire 0, 2000, 4000, et là, j'aurais eu un truc bien aligné. C'est un prof. Mais pour la Riviera Dev, là, je vais refaire mes trucs, mes nombres, je pense, pour que ce soit mieux aligné. Il faut voir que les précédentes versions de ces graphes étaient imbitables. Au lieu de faire un truc comme ça, j'avais fait un ratio. Alors, voilà, la courbe, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça. On était au ratio 1. Et puis, paf, quand ça allait plus, ça se dégradait, ça descendait comme ça, mais personne ne comprenait. Là, les gens comprennent bien. C'est simple. Donc voilà, donc, à vous les joueurs du réactif et de Vertex, grâce à son écosystème formidable. Notre promesse, c'est, alors j'en ai pas parlé beaucoup, c'est où on se situe en termes de performance. C'est clairement on se situe sur quelque chose en général plus performant que les modèles, que les trucs un peu classiques. Après, on est basé sur Netty. Donc ce qu'on fournit, c'est quelque chose du même ordre de grandeur de scalabilité de Netty, mais avec un modèle de programmation plus unifié, plus simplifié en fait. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être expert Netty pour pouvoir faire le même genre de choses, et c'est un peu notre valeur ajoutée. Notamment avec aussi le modèle de concurrence assez facile à utiliser, une fois que vous l'avez compris, effectivement. Passer en mode non bloquant, ça demande un petit shift de paradigme dans votre tête, mais une fois que vous l'avez pris, c'est relativement facile. Si vous voulez en savoir plus et que vous êtes à Devox, je ne sais pas, quelqu'un va à Devox ici? Vos collègues, ben voilà, tu as dit c'est génial, j'ai vu un truc, il faut que tu y ailles absolument. Université de 3 heures, mercredi matin. Je ne serai pas seul, je serai avec mon ami Julien Bronge, donc illustre docteur universitaire. Et on va faire plein de trucs fun, on aura des petites démos avec des trucs en Lego, on va montrer dans l'embarqué, on aura des guests, on aura une session DJ, ça va être super. Et mon collègue Clément, lui, aura une session sur Vertex et Kubernetes. Donc, comment on peut utiliser Kubernetes pour scaler Vertex automagiquement dans le cloud. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur HTTP2. Je me demandais, est-ce qu'on peut faire du job stealing avec Vertex en fait? Non. Non, du tout. Okay. Job stealing, c'est typiquement comme ce qu'ils font dans les threads où certains vont prendre les trucs des autres. Non. Okay. Non, tout est ordonné, donc on ne peut pas en faire. Et puis il n'y a pas de notion de le faire, puisque ouais, quand un thread est libre, il pourrait traiter des autres trucs. Là, il faudrait le gérer différemment. En fait, il faudrait vraiment gérer une vraie queue de. Il faudrait vérifier. Il ne faudrait plus que tes tâches soient par exemple des messages dans les ventes bus. Il faudrait vraiment avoir un protocole, un paradigme où on dirait voilà, moi je gère une queue à un endroit et je veux gérer, je veux traiter je suis libre pour traiter, j'envoie un message et je reçois ma tâche à traiter et chacun fait comme ça en fait au fur et à mesure prend le truc. Typiquement avec Kafka tu peux faire la même chose en fait. En gérant bien tout ce qui est consumer, les partitions, ce genre de choses. C'est un peu ce genre de choses. Une autre question? Non? J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée.